L'histoire commence sur le continent de l'Est, où les forces des barbares affrontent les soldats du royaume d'Ildoran. Sur ce champ de bataille sanglant, des têtes volent dans tous les sens tandis que les puissants barbares prennent le dessus, déchirant les troupes d'Ildoran comme du papier. Malgré tout, la capitaine des troupes d'Ildoran, Séraphina, refuse d'abandonner ses camarades. Elle rallie ses soldats et leur ordonne de continuer à se battre afin d'ouvrir un passage pour la retraite. Même en tranchant plusieurs ennemis, elle comprend rapidement que leurs pertes sont trop lourdes pour espérer survivre. Soudain, une nouvelle menace apparaît du côté des barbares. Vior, un gigantesque guerrier d'élite, massacre les soldats d'Ildoran et atterrit directement devant Séraphina, sa lame ensanglantée levée. Il reconnaît immédiatement en elle une capitaine expérimentée et la défie en duel, sachant que personne d'autre ne pourrait lui faire face. Séraphina accepte, espérant ainsi gagner du temps pour permettre à ses hommes de fuir. Elle bondit dans les airs et attaque de toutes ses forces, mais Vior part son coup sans effort. D'un simple mouvement, il contre-attaque avec une puissance écrasante et l'envoie valser au loin. Se réceptionnant sur ses pieds, Séraphina repart immédiatement à l'assaut et un échange intense s'engage entre eux. Bien qu'elle parvienne à rivaliser un instant avec sa force, la puissance écrasante de Vior finit par la repousser inexorablement. N'ayant plus d'autre choix, elle utilise sa technique ultime, renforçant magiquement son épée. Rassemblant toutes ses dernières forces, elle pousse un cri et affronte l'attaque finale de Vior. Au moment où leurs lames s'entrechoquent, l'une d'elles se brise et est projetée au sol. Les soldats d'Ildoran regardent, horrifiés, leur capitaine tenant une épée brisée. À genoux, Séraphina accepte sa défaite. Vior la félicite sincèrement pour avoir tenu tête si longtemps. Elle lui demande alors de lui donner une mort digne d'un guerrier. Mais il refuse de la tuer. À la place, il affiche un sourire sinistre et promet de la capturer vivante pour faire bon usage de son corps. Après cet avertissement inquiétant, Séraphina perd connaissance et se réveille dans une cellule sombre, vêtue d'un simple chiffon sale et entravée par de lourdes chaînes. Elle est sous le choc. Elle observe les alentours, essayant de reprendre ses esprits. Peu à peu, ses souvenirs reviennent. Elle a été vaincue par les barbares, et elle est désormais leur prisonnière. En repensant aux dernières paroles de Vior, la peur l'envahit. Elle se demande quel genre de torture les barbares vont lui infliger. Vont-ils la réduire en esclavage ou la faire souffrir pour leur divertissement? Puis une pensée encore plus terrifiante traverse son esprit. Vior voudrait-il utiliser son corps en tant que femme? Après tout, Séraphina est une jeune noble encore célibataire. Imaginer un barbare brutal souiller son corps pur la plonge dans une profonde angoisse. Elle réalise aussi que ses camarades, laissés derrière elle, étaient encore encerclés par les ennemis, et qu'ils ont probablement tous été massacrés ou capturés comme elle. Le désespoir l'écrase. Mais ce qui l'inquiète le plus, au final, c'est le sort du peuple de son royaume. Sans les terres de l'Est, leurs récoltes dépériront, faute de terres à cultiver. Accablée par ses regrets, la capitaine expérimentée éclate en larmes. Soudain, elle entend une voix derrière elle. En se retournant, elle aperçoit une femme nommée Cersei, une servante portant de l'eau. En regardant de plus près, Séraphina remarque des pinces et divers outils accrochés à sa ceinture. Elle pense alors que cette femme est venue pour la torturer afin d'obtenir des informations. Cependant, Cersei ne parle pas du tout de torture. Elle révèle plutôt qu'elle est là pour préparer Séraphina, afin qu'elle devienne le trophée parfait du roi Vior. Elle enchaîne ensuite Séraphina au mur pour l'empêcher de bouger. La capitaine se prépare mentalement à subir une torture brutale. Pendant ce temps, à l'extérieur du donjon, Vior songe à lui rendre visite, les yeux brillants d'impatience. De retour dans la cellule, Séraphina est désormais nue, tandis que Cersei nettoie son corps avec un linge humide. Troublée, Séraphina lui demande pourquoi elle met tant de soin à traiter une esclave comme elle. Cersei répond simplement que son corps était couvert de saleté après la bataille, et qu'elle ne fait que la nettoyer. Cersei fait ensuite une remarque désinvolte sur son apparence, étonnée que ce soit elle qui ait tenu tête si longtemps à son maître. Elle explique qu'elle s'attendait à voir une femme plus musclée, capable d'affronter Vior, mais qu'au lieu de cela, Séraphina n'est qu'une jeune femme à l'allure féminine. Ces mots blessent l'orgueil de Séraphina, qui estime qu'une chevalière comme elle n'a pas le temps de se soucier d'être jolie ou mignonne. Cersei comprend son ressenti, mais elle ajoute que Vior, lui,
apprécie beaucoup son apparence. Cette déclaration plonge Séraphina dans une confusion encore plus grande, mais Cersei refuse d'en dire davantage. À la place, elle lui glisse calmement un avertissement. Elle ne quittera jamais le territoire des barbares. Tenant un couteau aiguisé à la main, Cersei s'approche. Séraphina, persuadée que sa fin est arrivée, se débat désespérément contre ses chaînes, espérant un miracle. Puis, voyant la lame et les pinces froides se rapprocher, elle finit par abandonner et ferme les yeux. Mais contre toute attente, Cersei ne lui fait aucun mal. Elle coupe simplement ses liens, lui taille les ongles et l'habille avec une robe. En rouvrant les yeux, Séraphina découvre des vêtements étonnamment convenables, imprégnés d'un léger parfum. Elle ne comprend pas pourquoi des barbares offriraient une tenue parfumée à une prisonnière. Se prépare-t-il à un rituel sacrificiel? Avant même qu'elle puisse poser la question, un rugissement puissant retentit au-dessus du donjon. Cersei confirme que Vior est arrivé. Peu après, l'imposant roi barbare entre dans la cellule. Une fois à l'intérieur, il se présente officiellement comme le fils du grand chef barbare, Holden One Eye. De son côté, Séraphina observe son corps gigantesque et ses yeux dorés, comprenant qu'il n'est probablement pas humain. Elle se souvient alors d'une vieille histoire racontée par son grand-père, une expédition contre les barbares où ces monstres avaient écrasé les forces humaines et arraché leur cœur pour des rituels. Pensant qu'elle va subir le même sort, Séraphina relève la tête. Elle affirme à Vior qu'elle n'a peur de personne et le défie de faire ce qu'il veut d'elle. En entendant cela, Vior fronce légèrement les sourcils, ne comprenant pas de quoi elle parle, puisqu'il n'a jamais eu l'intention de la sacrifier. Il révèle alors la véritable raison de sa capture. Il veut faire d'elle son épouse. Ces quelques mots suffisent à faire basculer le monde de Séraphina. Toute l'angoisse accumulée monte d'un coup, colorant son visage d'un rouge écarlate. Trop choquée pour comprendre immédiatement, elle lui demande si tout cela n'est qu'une plaisanterie. Mais lorsque Vior confirme qu'il souhaite réellement l'épouser, Séraphina perd complètement ses moyens. Elle lui demande comment il peut vouloir épouser une ennemie. Vior lui explique alors que, chez les barbares, aimer ses ennemis n'est pas un problème. Puis, avec une ferveur presque brûlante, il évoque les traditions de son peuple. Depuis l'aube de leur race, les rois les plus puissants épousent des chevalières afin d'honorer leur passion pour l'épée. Malgré cette explication, Séraphina refuse toujours d'accepter, mais le barbare, rusé, lui rappelle qu'elle lui a elle-même dit de faire ce qu'il voulait d'elle, la piégeant ainsi avec ses propres paroles. Il précise ensuite qu'il ne s'agit pas seulement d'une tradition. Il se remémore leur combat sur le champ de bataille, où il a ressenti toute la sincérité et la passion de Séraphina pour son épée. Face à une femme aussi forte, il est immédiatement tombé amoureux et a décidé qu'il l'épouserait, quoi qu'il arrive. Après cette confession sincère, Séraphina est trop troublée pour répondre. Vior se détourne alors pour quitter la cellule. Avant de partir, il lui promet qu'il ne la forcera pas à se marier contre sa volonté et qu'elle peut prendre le temps de réfléchir. Lorsqu'il disparaît enfin, la chevalière, encore sous le choc, se demande ce qui va lui arriver dans ce donjon insensé. En attendant, ses pensées dérivent vers un souvenir vieux de 7 ans. À cette époque, son frère Sidious lui avait annoncé qu'elle avait été désignée pour diriger une expédition vers les terres barbares. Séraphina avait accepté sans hésiter et s'apprêtait à partir accomplir son devoir, mais Sidious l'avait arrêtée pour lui remettre une invitation à un banquet noble. Confuse, elle lui demanda ce qu'il attendait d'elle. Son frère lui rappela alors qu'elle restait une noble, avec une réputation à préserver. Sous le regard insistant de Sidious, Séraphina se redressa et accepta immédiatement l'invitation. Plus tard, elle s'habilla avec élégance et se rendit au manoir de la comtesse Hildol pour le banquet. En voyant Séraphina vêtue comme une noble ordinaire, les aristocrates autour d'elle commencèrent à murmurer sur son métier. À voix basse, ces élites venimeuses lançaient des remarques cruelles sur son apparence, se demandant si une femme aussi délicate pouvait réellement être digne de diriger des guerriers expérimentés sur un champ de bataille. Même en connaissant sa véritable force, il considérait qu'il était presque honteux qu'une femme soit aussi puissante. Submergée par ces commentaires négatifs, Séraphina s'éloigna vers un balcon pour prendre l'air. C'est alors que quelques jeunes femmes vinrent la rejoindre, l'invitant à s'asseoir avec elles plutôt que de rester seule. Elles lui demandèrent si elle n'avait pas peur de sa mission périlleuse. En entendant parler de monstres et de dragons, elle se demandait si elle pourrait survivre à de tels dangers.
Séraphina esquissa un sourire et répondit que les dragons n'étaient que des créatures imaginaires. Mais elles lui rappelèrent qu'elle allait tout de même affronter les barbares. Connaissant les récits sur leur brutalité et le sort terrible réservé aux chevalières capturées, elles lui conseillèrent de rester chez elle pour éviter une fin tragique. À ces mots, Séraphina frappa brusquement la table pour les faire taire. Avec assurance, elle déclara que son royaume cherchait depuis toujours à conquérir les terres de l'Est. Dans son esprit, seule cette conquête permettrait d'obtenir assez de ressources pour nourrir le peuple. Elle était donc prête à affronter les barbares. Malgré cela, les jeunes femmes lui rappelèrent que même la prestigieuse princesse Wisterésia, son modèle, avait disparu après avoir affronté ses ennemis. Toutes lui conseillèrent alors de renoncer, de rester chez elle et d'épouser un homme convenable. Mais lassée de leur pessimisme, Séraphina quitta la réunion. Plus tard, alors qu'elle rentrait en calèche, elle ressentit un profond dégoût envers ces nobles qui se régalaient de festins luxueux pendant que le peuple souffrait de la faim dans les rues. En rentrant chez elle, Séraphina était tombée sur un homme pauvre en train de se faire attaquer par 3 garçons affamés, poussés au vol par la misère. Sans hésiter, elle s'était interposée pour le protéger et avait ordonné aux agresseurs de reculer. Acculés, les jeunes avaient tenté de l'attaquer avec leurs outils agricoles, mais la chevalière les avait vaincus sans difficulté. Alors qu'ils pensaient leur dernière heure arrivée, Séraphina, prise de compassion, leur avait offert son précieux collier. Bouleversés, les garçons l'avaient remerciée et juré de ne plus jamais faire de mal à qui que ce soit. Après leur départ, le cœur de Séraphina s'était serré face à la détresse de son peuple, et elle s'était jurée de revenir victorieuse de l'Est pour apporter la paix à son royaume. Quelques jours plus tard, avant de partir en expédition, elle s'était recueillie en hommage à la princesse disparue Wisterésia. Mais son frère Sidious était apparu derrière elle, furieux qu'elle n'ait pas trouvé de mari lors du banquet. Séraphina lui avait rappelé qu'elle s'apprêtait à combattre pour leur royaume, mais le prince, fier et inflexible, avait affirmé qu'une femme n'avait pas sa place sur le front, criant son nom avec colère. Soudain, sa voix s'était transformée en celle de Vior. Le barbare s'était avancé vers elle, tendant la main avec détermination, décidé à faire d'elle sa femme quoi qu'il arrive. Au moment où il la saisissait, le cauchemar de Séraphina prit fin. Elle se réveilla en sursaut, couverte de sueur froide. Un ronflement puissant résonnait près d'elle. En tournant la tête, elle aperçut Vior endormi à ses côtés. La vue de son corps imposant la ramena brutalement à la réalité, et un frisson glacé la parcourut, terrifiée à l'idée de devoir affronter son destin en tant que future. La jeune fille, totalement paniquée, se mit à crier sans contrôle, réveillant aussitôt le propriétaire de l'épée. D'un ton brusque, elle exigea de savoir ce qu'elle faisait dans la chambre d'un homme adulte, et surtout pourquoi il était complètement nu. Vior, imperturbable, esquissa un sourire amusé. Il remarqua qu'elle avait déjà beaucoup d'énergie pour quelqu'un qui venait à peine de se réveiller, et qui semblait en parfaite forme, malgré ce qui s'était passé la veille. Mais lorsque Séraphina aperçut l'épée du barbare pointée dans sa direction, son cœur se serra. Elle n'était même pas sûre de vouloir connaître la vérité. Pourtant, elle se souvenait clairement d'une chose. Il avait juré de ne rien lui imposer. Vior, comme pour esquiver le sujet, lui dit simplement de ne pas s'inquiéter de ces détails. Cette réponse ne fit qu'attiser sa colère. Être capturé par des barbares était déjà une honte insupportable pour sa famille. Alors, imaginer le pire, porter l'enfant de cet homme, était tout simplement inconcevable. Déterminée, elle saisit l'épée de Vior, la lui rendit, puis, d'une voix ferme, lui demanda de la tuer immédiatement. Pris de court, le barbare écarta la lame d'un geste rapide, presque inquiet qu'elle puisse se blesser. Il lui demanda ce qu'elle racontait, croyant plutôt qu'elle voulait le tuer, lui. Séraphina, le regard chargé de honte, expliqua qu'après avoir subi une défaite humiliante sur le champ de bataille, elle avait tenté d'attaquer un ennemi désarmé dans un acte désespéré. À ses yeux, elle avait trahi son honneur de chevalier. Elle devait être punie pour cette faute impardonnable. Vior resta silencieux un instant, visiblement perplexe. Puis il répondit simplement, d'un ton hésitant, que c'était compliqué. En vérité, il ne comprenait pas pourquoi quelqu'un devrait mourir pour des notions comme l'honneur ou la réputation. Ces mots piquèrent Séraphina au vif. Elle l'accusa aussitôt de ne pas accorder de valeur à ses principes, simplement parce qu'il n'était qu'un barbare. À cet instant, la porte s'ouvrit brusquement. Cersei entra dans la pièce, surprenant une nouvelle fois Séraphina.
Elle apportait des vêtements secs pour son maître et fit remarquer, avec un certain détachement, que la jeune fille avait eu de la chance de se réveiller sans séquelles. Elle expliqua que la veille, lorsqu'ils avaient été capturés la prisonnière, la dose du somnifère avait été légèrement trop forte. Résultat, la pauvre s'était mise à vomir avant de perdre connaissance. Peu à peu, les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans l'esprit de Séraphina. Peut-être que rien ne s'était passé comme elle l'avait imaginé. Vior confirma alors la vérité. Comme elle avait été affectée par une toxine paralysante, il l'avait simplement amenée dans sa chambre par précaution. Et à part une erreur de dosage, il ne lui avait absolument rien fait. À ces mots, Séraphina changea brusquement d'attitude. Le regard dur, elle demanda à Vior de lui rendre son épée, pour le trancher. L'homme éclata presque de rire, amusé par une telle détermination. Sans se laisser perturber, il lui lança simplement de le rejoindre dans la salle commune pour le petit déjeuner, ajoutant avec désinvolture qu'elle était, après tout, sa future fiancée. Affamé après la bataille, il quitta la pièce sans attendre. Restée seule, Séraphina tomba à genoux. Un profond sentiment d'humiliation l'envahit. Être traitée avec une telle normalité par des barbares, alors qu'elle était chevalière d'Ildren, lui semblait insupportable. Ses pensées dérivèrent vers son grand-père. C'était lui qui lui avait appris l'art de l'épée, après qu'elle l'ait supplié de le faire. Il avait été surpris par son talent naturel, mais aussi inquiet. Il lui avait dit un jour qu'elle aurait sans doute été plus heureuse si elle était née homme, ou si elle avait abandonné ce rêve absurde de devenir chevalier. Dans son pays, les femmes n'avaient pas leur place sur le champ de bataille. Son propre frère ne manquait jamais de le lui rappeler, se moquant des fiançailles qu'elle avait brisées les unes après les autres pour poursuivre cette vie. À ses yeux, elle n'était qu'égoïste. Et il répétait toujours la même phrase. « Il est impossible de faire de la politique avec une épée. » Ces souvenirs lui serrèrent le cœur. Pourtant, une autre pensée s'imposa à elle. Vior. Le premier regard qu'il lui avait porté n'était pas rempli de mépris, mais d'admiration. Il avait vu sa force, son talent, et il était même tombé amoureux à cause de cela. Mais Séraphina secoua la tête. Elle refusait de se laisser attendrir par de telles paroles. Ils n'étaient que des barbares. Et elle, une simple prisonnière. Tôt ou tard, elle devrait se battre pour survivre avec les maigres rations qu'on lui accorderait. Se préparant mentalement à cette épreuve, elle descendit enfin pour le petit déjeuner. Mais ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Devant elle se trouvait un énorme morceau de viande, gras et juteux, le genre de repas impensable dans les terres arides dont elle venait. Sans même lui demander son avis, le barbare découpa un quart de la pièce et le déposa dans son assiette. Un morceau, presque aussi grand qu'elle. Encore sous le choc, Séraphina observa la scène en silence. Puis, lentement, une conclusion s'imposa à elle. C'était une stratégie. Oui, cela devait être ça. L'ennemi cherchait à briser sa volonté de chevalier, en la traitant bien, en la nourrissant comme une reine. Ils espéraient la dompter, mais elle ne tomberait pas dans ce piège. Jamais. D'une voix ferme, elle déclara qu'elle préférait mourir plutôt que d'accepter la charité de barbares. À cet instant précis, son estomac grogna bruyamment. Un silence gênant s'installa, et, pour la première fois, Séraphina commença à douter. Peut-être ne serait-elle pas capable de mourir de faim aussi facilement qu'elle le pensait. Une fois encore, Séraphina releva la tête et demanda froidement qu'on mette fin à sa vie sur le champ. Vior haussa un sourcil, visiblement amusé. « Est-ce une tradition de l'Ouest, de demander à mourir à tout bout de champ ?» Puis, d'un ton plus posé, il ajouta « La faim est le signe que ton corps veut vivre. Refuser de manger, c'est te mentir à toi-même, et manquer de respect à la vie qui a été prise pour te nourrir. » Il expliqua alors, presque calmement, que tuer pour survivre, et non pour le plaisir, était une raison valable. Selon lui, les expéditions de l'Est devaient sûrement fonctionner de la même manière. Puis, il lui adressa un sourire simple, mais étrangement sincère. « Mange. » Contre toute attente, Séraphina fut troublée par cette expression. À ce moment-là, Cersei se pencha discrètement vers elle et murmura à son oreille. « Le chef a chassé cette proie spécialement pour vous accueillir, future épouse. » Elle expliqua que, la veille, après l'avoir enfermée, Vior était parti seul chasser,
afin qu'un véritable festin l'attende à son réveil. Elle ajouta que son maître n'était pas un simple barbare. Il possédait un titre, une réputation, quelque chose qui se rapprochait de la royauté occidentale. Si Vior était réellement le fils de ce grand chef, alors il était en quelque sorte un prince. Cersei conclut doucement. « Un homme de son rang a fait cet effort pour vous. Il serait convenable d'y répondre avec un minimum de courtoisie. » Ces mots frappèrent Séraphina de plein fouet. Refuser serait indigne d'un chevalier. Alors, avec une certaine hésitation, elle découpa un morceau de viande et le porta à ses lèvres. Dès la première bouchée, son monde bascula. La saveur était si riche, si intense, qu'elle en resta figée. Ses yeux s'embuèrent. Sans s'en rendre compte, elle se mit à pleurer, tout en laissant échapper un léger filet de salive. C'était divin, un véritable paradis barbare. Vior, intrigué, pencha la tête. « Ce n'est pas bon ?» Séraphina sursauta, essuya précipitamment sa bouche et détourna le regard. Rougissante, elle répondit d'un ton forcé. « C'est acceptable, rien d'extraordinaire. » Mais son trouble la trahissait complètement. Concernant cette histoire de fiançailles, elle ne pouvait pas encore se prononcer. Cependant, elle accepta de lui pardonner l'incident avec la potion paralysante. Puis, tentant de reprendre contenance, elle demanda d'un ton plus sérieux. « De quel animal provient cette viande ?» Vior esquissa un sourire en coin. « Pourquoi ne pas regarder par toi-même » Il désigna la fenêtre. « Ils sont en train de le découper en ce moment même. » Poussée par la curiosité et déjà en train d'imaginer élever une telle créature dans son royaume, Séraphina s'approcha de la fenêtre. Mais à peine posa-t-elle les yeux dehors que son souffle se coupa. Ce n'était pas un simple animal, c'était un dragon, une créature qui, à l'ouest, n'existait que dans les légendes, connue pour cracher du feu et empoisonner ses victimes. Vior confirma calmement. Oui, c'en était bien un. Enfin, en quelque sorte. Il existe plusieurs types de dragons, précisa-t-il. Mais avant même qu'il ne puisse continuer, il remarqua quelque chose. Séraphina n'avait pas arrêté de manger une seule seconde. Malgré tout ce qu'elle venait d'apprendre, malgré la nature terrifiante de la créature qu'elle consommait, elle continuait. Son attitude fière s'était légèrement fissurée. Gênée, elle détourna le regard. Il est difficile de résister à une telle nourriture. Cersei observa son assiette désormais vide et esquissa un sourire discret. Il semblait que la prisonnière avait, au moins pour le moment, abandonné l'idée de mourir. Plus tard, le chef invita la commandante de l'expédition orientale à le suivre. Il souhaitait lui montrer quelque chose, dans les montagnes derrière la demeure. Mais fidèle à elle-même, Séraphina ne céda pas facilement. Elle refusa d'obéir aveuglément. Après tout, cela ne faisait même pas 2 jours qu'elle était prisonnière. Et elle restait, avant tout, une chevalière d'Ildren. Son honneur ne pouvait être compromis. De plus, suivre un barbare à travers des terres peuplées de créatures étranges, sans raison valable, relevait de l'imprudence. Vior haussa légèrement les épaules. Ce qui est raisonnable dépend de l'endroit où l'on se trouve. Puis, après un court silence, il posa une simple question. « Tu as peur ?» La réaction fut immédiate. Séraphina enfila ses bottes avec détermination. Hors de question de tomber dans une provocation aussi grossière. « Je ne fais confiance à aucun d'entre vous. » Vior hocha la tête, comme s'il s'y attendait. Mais au fond de lui, une intuition persistait. Elle allait aimer ce qu'elle s'apprêtait à voir. Lorsqu'elle mit le pied dehors, une brise douce caressa son visage. Ses cheveux se soulevèrent légèrement dans le vent. Et, pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit du calme. Au loin, elle aperçut une ville, construite le long d'une plage, un paysage vibrant de vie, baigné par la lumière. Rien à voir avec les terres arides qu'elle connaissait. Cet endroit était abondant, presque béni par la nature. Vior s'arrêta à ses côtés. « Le champ de bataille est un désert, » expliqua-t-il. « Mais ici, la terre est vivante. » Puis, avec un léger sourire, « J'espère que tu ne vas pas t'évanouir de surprise. » L'histoire continue alors que Séraphina, encore tendue et sur ses gardes, avance aux côtés de Vior vers la montagne. Malgré ses efforts pour rester concentrée et ne pas céder aux provocations du barbare, elle ne peut s'empêcher d'observer la richesse incroyable de cet environnement. Partout autour d'eux, une faune variée évolue librement,
certaines créatures paisibles, d'autres bien plus inquiétantes. Soudain, un cri perçant retentit dans le ciel, la faisant sursauter. Une immense créature ailée passe au-dessus d'eux. Vior lui explique calmement que les dragons ne sont qu'une espèce parmi d'autres dans cette région, et qu'il suffit simplement d'éviter les nids des mers pour ne pas courir de danger. Il ajoute, non sans une pointe d'ironie, qu'elle finira bien par s'y habituer, puisqu'elle semblait déjà apprécier leur viande un peu plus tôt. Après un moment de marche, ils atteignent une magnifique cascade. Séraphina reste sans voix. C'est la première fois qu'elle voit un tel spectacle de ses propres yeux. L'eau tombe avec puissance dans un bassin clair, entouré d'une nature luxuriante. Vior plaisante en disant que ce genre de paysage n'existe sûrement pas dans l'Ouest. Elle est sur le point de répliquer, mais se rend compte qu'elle ne trouve aucun exemple convaincant à opposer, ce qui la réduit au silence. Voyant sa réaction, Vior précise qu'il ne cherche pas à se vanter, mais simplement à lui montrer cet endroit. Puis, sans prévenir, il enlève sa chemise et lui demande de faire de même. Déconcertée, Séraphina lui demande ce qu'il entend par là. Avec un sourire malicieux, il répond qu'un homme et une femme nus près de l'eau ne font généralement qu'une seule chose. Rougissante et furieuse, elle le réprimande immédiatement pour ses insinuations déplacées et refuse catégoriquement de suivre une telle coutume qu'elle juge barbare. Cependant, Cersei intervient et lui rappelle que l'huile utilisée lors de son précédent bain commence déjà à perdre son effet et qu'elle risque bientôt de sentir mauvais. À contre-cœur, Séraphina accepte finalement d'entrer dans l'eau, accompagnée de Cersei. Elle remarque que cette dernière ne semble pas du tout gênée de se déshabiller devant un homme. Cersei lui explique qu'elle y est habituée et que son maître, par respect pour les protestations de sa fiancée, est parti se baigner de l'autre côté de la rivière. Pensant être enfin en sécurité, Séraphina commence à se détendre, jusqu'à ce qu'un danger surgisse soudainement. Sous la surface de l'eau, une gigantesque créature reptilienne apparaît brusquement. Connue pour attaquer depuis les profondeurs, elle provoque chez Séraphina une frayeur intense, brisant instantanément le calme fragile qui venait à peine de s'installer. Monstre, la panique prend le dessus. Sans réfléchir, elle s'enfuit en courant, disparaissant dans la nature sauvage. Quelques instants plus tard, alors que son esprit se calme légèrement, elle réalise son erreur. Elle a oublié ses vêtements. Le regret l'envahit aussitôt. Et comme si la situation n'était pas déjà assez grave, elle entend soudain une voix d'homme non loin. Son imagination s'emballe immédiatement. Cette fois, pense-t-elle, ce pourrait être un véritable barbare sans aucune humanité. Le genre d'homme capable de faire tout ce qu'elle redoutait autrefois de Vior. Mais lorsqu'un homme apparaît enfin devant elle, la réalité est tout autre. À sa grande surprise, Séraphina reste figée un instant, troublée par sa beauté. Elle détourne rapidement le regard, feignant l'agacement, et lui ordonne d'arrêter de la fixer ainsi. L'homme, lui, semble parfaitement calme. Il suppose simplement qu'elle a dû rencontrer une créature étrange dans le lac pour se retrouver nue en pleine nature. Avec un léger sourire, il raconte que sa mère était une guerrière de l'Ouest et qu'elle lui parlait souvent, lorsqu'il était enfant, de la richesse de la nature de l'Est et des nombreuses créatures qui y vivent. En entendant cela, Séraphina fait rapidement le lien. Vu son âge, sa mère devait probablement faire partie de la 16e expédition orientale, il y a une vingtaine d'années. Mais soudain, elle éternue. Elle est frigorifiée. Sans hésiter, le jeune homme enlève sa chemise et la pose sur elle, couvrant son corps. Il déclare simplement que les femmes ne devraient pas être exposées au froid et suggère de retourner près de la rivière pour récupérer ses affaires. Ce geste déstabilise complètement Séraphina. Ce barbare agit comme un véritable gentleman. Tout ce qu'elle croyait savoir sur les habitants de l'Est commence à vaciller. Elle les avait toujours vus comme des monstres. Mais cet homme est tout le contraire. Puis, sans prévenir, il pose sa main sur son front pour vérifier si elle a de la fièvre. Le choc est tel que Séraphina manque presque de s'évanouir. Elle n'a aucune expérience avec les hommes, encore moins dans une situation aussi intime. Son corps ne sait même pas comment réagir, et elle commence à se demander si elle est encore capable de marcher seule. Voyant son état, le jeune homme prend une décision immédiate. Sans lui laisser le temps de protester, il la soulève dans ses bras. Et même si Séraphina tente de résister, son corps, lui, ne suit plus vraiment sa volonté.
Séraphina n'a pas vraiment envie de partir, alors elle laisse simplement les choses se dérouler et se laisse porter par le courant. À ce moment-là, Cersei apparaît après avoir passé un long moment à chercher Séraphina. Elle s'excuse d'interrompre ce moment romantique, mais dit qu'elle aimerait vraiment comprendre pourquoi la jeune femme a soudainement cessé de rejeter Vior. C'est à ce moment-là que la prisonnière réalise enfin, après tout ce temps, qu'elle se tient devant l'homme qui l'a enlevée, désormais sans sa barbe. Il avoue qu'il s'est un peu attristé de ne pas avoir été reconnu par sa propre fiancée, même si la voir rougir a suffi à lui remonter le moral. Offensée par l'audace des paroles du barbare, la jeune femme lui assène une gifle bien sentie au visage. Vior rentre alors chez lui avec une marque rouge sur la joue, mais un sourire satisfait, car il n'attendait rien de moins de la femme qu'il a choisie. Séraphina répond que tout cela aurait très bien pu finir en duel s'il y avait eu des épées disponibles, et souligne que tout est arrivé uniquement parce qu'il l'a emmenée dans cet endroit rempli de monstres. Cersei affirme qu'il n'y avait rien à craindre, puisque Maître Vior s'était chargé de patrouiller les zones où des monstres dangereux pouvaient apparaître. De plus, comparé aux dragons qu'ils ont mangés plus tôt, les monstres près du lac sont plutôt calmes. Vior n'est pas d'accord, estimant que les dragons ont un tempérament féroce, mais qu'au fond, ils sont en réalité lâches. En parlant de cela, il se réjouit d'avoir vu aujourd'hui différentes expressions chez la femme dont il est tombé amoureux, et affirme que chasser un dragon n'était rien comparé à ce qu'il ferait pour elle. Tout ce qui s'est passé laisse Séraphina complètement confuse et sous pression, cherchant désespérément une réponse. Elle fait clairement savoir qu'elle ne sait toujours pas quoi penser de ses fiançailles, puis elle s'en va, essayant de comprendre comment elle s'est retrouvée dans cette situation. De son côté, il est vrai que le visage rasé de Vior ne quitte pas ses pensées, même si elle essaie de l'ignorer. Cependant, quelques jours plus tard, au grand désarroi de la jeune femme, le barbare a de nouveau laissé pousser. Quelques jours plus tard, Séraphina écoutait avec impatience tandis que Vior l'invitait à une réunion avec les membres de son clan. Il lui montra le lieu de rencontre, qui était la plus ancienne et la plus grande colonie de la race des barbares, appelée le village du lac. Séraphina remarqua l'emplacement du village, mais elle se demanda ensuite pourquoi Vior lui révélait des informations potentiellement militaires. Elle se demanda s'il la sous-estimait et lui rappela qu'elle pouvait à tout moment s'échapper vers son pays natal et transmettre ces informations à son armée. En entendant cet avertissement, Vior éclata de rire. Il lui rappela qu'elle était tombée sous le charme de son visage rasé quelques jours auparavant, et qu'il n'y avait donc aucune chance qu'elle veuille lui faire du mal. Il pensait aussi pouvoir facilement faire d'elle sa femme, donc il ne s'inquiétait pas qu'elle divulgue des informations sensibles. Pendant qu'ils se disputaient sans arrêt, Circe remarqua qu'ils agissaient déjà comme un couple marié. Après un certain temps, ils arrivèrent tous au lieu de réunion, où Séraphina se retrouva entourée d'une centaine d'hommes intimidants. Armés jusqu'aux dents, chacun de ces barbares aguerris suppliait Vior de leur donner une chance de croiser le fer avec la capitaine. Séraphina pensa que son heure était enfin venue, puisque les barbares voulaient la tuer pour venger leurs camarades. Cependant, Vior leur ordonna de reculer et de lui offrir un accueil digne au sein de leur tribu. À l'ordre de leur chef, tous les barbares au sang chaud se calmèrent et laissèrent de l'espace à Séraphina. En voyant leur visage joyeux, elle se demanda pourquoi ils étaient tous réunis ici s'ils ne cherchaient pas à la tuer. Vior expliqua qu'ils étaient simplement là pour lui souhaiter la bienvenue, tout en espérant obtenir un combat amical contre elle. Cela la rendit encore plus confuse, et elle demanda pourquoi aucun d'entre eux ne désirait se venger. Vior posa directement la question aux barbares. Tous déclarèrent sérieusement qu'ils ne ressentaient aucune haine, puis ils se mirent en formation de guerriers pour l'accueillir dans la tribu. Séraphina ne leur faisait toujours pas confiance, pensant qu'ils ne faisaient qu'obéir aux ordres de leur chef. Malgré cela, elle suivit Vior et Circe et entra dans la formation. Alors qu'ils marchaient, l'un des barbares se mit soudain à pleurer et rompit la formation derrière Séraphina. Inspiré par son courage, il la félicita pour son incroyable démonstration d'arts martiaux sur le champ de bataille. Séraphina resta sans voix, et bientôt d'autres barbares se joignirent à lui, louant à la fois sa beauté et ses compétences. Elle en fut complètement déstabilisée, recevant autant d'éloges de la part de ses ennemis. Mais Vior lui rappela que les barbares respectaient la force, peu importe à qui elle appartenait. Elle continua alors à le suivre plus profondément dans le village. En marchant, elle observa une communauté paisible occupée à traiter des animaux. Soudain,
Vior s'arrêta devant une maison où de l'eau était en train de bouillir. Il dit à Cersei et à Séraphina qu'elle resterait ici pendant qu'il allait rencontrer les anciens, puis il annonça sa présence aux habitants. Peu après, une femme aimable sortit de la maison et demanda ce que Vior voulait. Il lui présenta Séraphina comme sa femme et lui demanda de prendre soin d'elle en son absence. Surprise, la femme tomba immédiatement sous le charme de la beauté de Séraphina. Elle l'entraîna à l'intérieur sans même écouter ses protestations. À l'intérieur, la femme s'excusa pour son comportement brusque, mais Séraphina lui pardonna. Ensuite, elle appela son fils, Gator, et lui demanda d'aller chercher des herbes médicinales. Le petit garçon fouilla dans une grande boîte pendant que sa mère soulevait le couvercle pour l'aider. Il finit par trouver une pochette d'herbes que la femme ajouta à l'eau bouillante pour préparer du thé. Séraphina se demanda si c'était une habitude chez les barbares de mettre des herbes dans leur thé, et la femme confirma d'un signe de tête. Une autre femme remarqua alors qu'il faudrait plus d'eau bouillante pour en préparer suffisamment pour tout le monde, et elle envoya les enfants chercher du bois supplémentaire. Séraphina fut impressionnée de voir que les jeunes enfants barbares étaient déjà si forts et indépendants. Leur mère, elle, n'y voyait rien d'exceptionnel, expliquant qu'ils ne faisaient qu'imiter les adultes. Une fois le thé prêt, Séraphina en prit une gorgée. Elle admit qu'il était bien meilleur qu'elle ne l'avait imaginé, son goût aux herbes lui procurant une sensation de fraîcheur et de bien-être. Cersei pense que les herbes ont un goût aussi agréable parce qu'elles proviennent de l'arbre sacré spécial. Après avoir terminé sa tasse, Séraphina en redemande une autre avec enthousiasme. Peu après, elle remarque que les deux mères vivant dans la maison ne sont pas liées par le sang. Elle se demande alors si elles sont les seules habitantes et suppose que leurs maris doivent être partis travailler avec l'armée à l'extérieur. Cependant, la réponse de la femme la surprend. Elles sont toutes les deux veuves. Elle explique que leurs maris ont perdu la vie lors d'une bataille contre l'Ouest, ce qui plonge Séraphina dans un profond sentiment de culpabilité face aux actes de son propre peuple. Même si elle sait que l'armée occidentale se battait pour obtenir des ressources pour les siens, elle ne peut s'empêcher de regretter que des vies innocentes aient été détruites. Elle présente alors ses excuses aux deux mères au nom de son armée, pensant qu'elles ont toutes les raisons de lui en vouloir. Pourtant, la femme barbare semble confuse, comme si elle ne comprenait pas cette idée de vengeance. Séraphina insiste en rappelant que ce sont les siens qui ont tué leur mari, et qu'elle-même aurait très bien pu être responsable. À ces mots, les femmes se taisent enfin. Puis, l'aînée prend la parole. Bien qu'elle soit triste que son plus jeune fils n'ait jamais vraiment connu son père, elle considère malgré tout comme une bénédiction le fait qu'il ait pu assister à ses funérailles. Depuis ce jour, elle est reconnaissante envers son enfant et continue de l'élever avec amour et dévouement. Elle ajoute que, même sans guerre, les hommes barbares risquent leur vie dans d'autres activités dangereuses comme l'exploration de grottes, le combat contre des monstres ou la chasse aux dragons. Et même s'ils survivent, ils peuvent revenir gravement blessés ou handicapés à vie. Ainsi, pour elle, il est presque normal que les femmes perdent leur mari si souvent. En entendant cela, Séraphina est complètement bouleversée et se demande si tous les barbares considèrent la perte d'une vie avec une telle résignation. Soudain, une cloche d'alarme retentit dans toute la ville. Les tours de garde ont détecté une attaque imminente. À l'intérieur de la maison, Cersei comprend immédiatement la situation et avertit tout le monde qu'ils sont attaqués. Avant même qu'ils puissent réagir, une créature volante surgit brusquement par le toit et s'engouffre dans la maison. Lorsque la fumée se dissipa, Séraphina se retrouva face à un dragon ailé doté d'un large bec. Cersei expliqua qu'il s'agissait d'un Tsukubai Kichi, une créature attirée par la fumée du bois brûlé. Séraphina comprit alors que leur petite réunion autour du thé avait provoqué cette attaque, mais Cersei précisa que ces dragons n'envahissaient normalement pas le village, car ils savaient que les guerriers les élimineraient. Malheureusement, elle n'avait pas le temps d'enquêter davantage. Le jeune Gator, terrifié, se mit à pleurer dans les bras de sa mère, et ses cris attirèrent immédiatement l'attention du dragon. Séraphina se prépara alors à combattre. Cersei lui ordonna de fuir le village, rappelant qu'elle était l'épouse précieuse de Vior. Mais Séraphina refusa catégoriquement. Elle se mit en colère contre Cersei pour avoir considéré la vie des autres comme négligeable et pour se concentrer uniquement sur la sienne. Elle lui rappela qu'elle n'était pas une princesse fragile à protéger. Fière de son rang de capitaine des chevaliers d'Eldora, Séraphina fit face au dragon avec une simple pince chauffée.
Lorsque la créature rugit, elle la repoussa en utilisant l'outil comme une batte. Cersei, choquée, lui cria qu'elle ne pourrait jamais vaincre un dragon avec un simple ustensile de cuisine. Mais Séraphina ne voulait plus discuter et lui ordonna de s'enfuir. Elle remarqua aussi que l'attaque du dragon était bien moins puissante que celle de l'épée de Vior, ce qui renforça sa confiance. Déterminée à protéger les personnes derrière elle, Séraphina bondit vers la tête du dragon et lui planta la pince en plein dans l'œil. Tandis que Cersei continuait de la regarder, Séraphina lui ordonna de partir et de cesser de perdre du temps. Finalement, Cersei comprit qu'elle mettait la vie de Séraphina en danger en la distrayant et quitta la maison. Après son départ, Séraphina provoqua le dragon, l'invitant à l'affronter. Pendant ce temps, ailleurs dans le village, les guerriers barbares avaient immobilisé un autre dragon. Profitant de cette ouverture, Vior chargea et lui trancha la tête d'un coup. Il demanda ensuite combien d'autres créatures attaquaient encore le village. Un soldat lui répondit qu'il en restait 3. Vior lui ordonna alors de partir à la recherche des villageois qui n'avaient pas encore été évacués, ce que le soldat accepta immédiatement. De son côté, Vior pensa que Séraphina devait être en sécurité, convaincu que Cersei l'avait aidé à fuir. Après avoir apaisé ses propres inquiétudes, Vior rallia les barbares afin de sécuriser le reste du village et abattit 2 autres dragons parmi ceux qui restaient. Une fois ces 2 créatures vaincues, il se demanda où pouvait bien se trouver le dernier. Soudain, Cersei accourut vers lui, sans Séraphina à ses côtés. Elle lui annonça qu'un dragon avait attaqué la maison où elle séjournait, mais avant même qu'elle ne termine sa phrase, Vior la dépassa à toute vitesse. Près de la maison, Séraphina fuyait le dragon, réalisant que la créature volante était bien plus rapide qu'elle à découvert. Incapable de lui échapper, elle se retourna et se prépara à un dernier combat. Bien que le dragon soit lui aussi épuisé par l'affrontement, il se jeta sur elle à une vitesse fulgurante. Cette fois, son bec tranchant brisa la pince, laissant Séraphina totalement sans défense. Elle pensa alors que, après avoir fait preuve de compassion envers ses ennemis sans défense, elle pouvait mourir en chevalier, son honneur intact. Lorsque le dragon s'approcha pour lui porter le coup fatal, elle ferma les yeux, sans même tenter de résister. Mais au moment où elle se préparait à mourir, Vior surgit derrière elle en criant de se couvrir les oreilles. Surprise, Séraphina obéit, et aussitôt, Vior poussa un rugissement puissant en direction du dragon. Le vacarme assourdissant détruisit les tympans de la créature, et il en profita pour la trancher en 2. En voyant le dragon s'effondrer devant elle, Séraphina resta figée, tandis que Vior s'excusait d'être arrivé en retard. Il la remercia ensuite sincèrement d'avoir risqué sa vie pour sauver son peuple précieux, puis exprima son immense soulagement de la voir saine et sauve. En entendant l'inquiétude sincère dans sa voix, des larmes commencèrent à couler sur les joues de Séraphina. Elle ne comprenait pas elle-même pourquoi elle pleurait, mais les larmes continuaient de couler sans s'arrêter. Vior lui adressa un sourire silencieux, puis la prit dans ses bras pour la ramener au village, comprenant qu'elle n'était plus en état de marcher. En le voyant revenir, Cersei cria de joie. Quant à Séraphina, elle se laissa porter par Vior, acceptant pour une fois d'être traitée comme une princesse. Plus tard dans la nuit, les barbares organisent un grand festin pour célébrer la victoire de Séraphina ainsi que la défense de leur village. Pendant ce temps, Séraphina essaie d'oublier ce qui s'est passé plus tôt. Elle se sent encore terriblement gênée d'avoir pleuré dans les bras de Vior comme une enfant. C'est alors que Cersei s'approche d'elle et la félicite pour avoir protégé son peuple. Elle avoue qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'une noble arrogante venue de l'Ouest risque sa vie pour les autres, et qu'elle voit désormais Séraphina sous un tout autre jour. Ces paroles permettent enfin à Séraphina de se pardonner pour avoir agi de manière capricieuse après ce combat entre la vie et la mort. Mais très vite, ses pensées dérivent vers Vior, et à quel point il avait l'air viril en venant la sauver. Alors qu'elle commence à rougir pour une toute autre raison, une minuscule fée l'appelle. Surprise, Séraphina se retourne et recrache immédiatement sa boisson, persuadée d'halluciner à cause du stress. Mais lorsque 3 petites fées se mettent à danser devant elle, elle comprend qu'elles sont bien réelles. Vior s'approche alors et lui annonce qu'une surprise encore plus grande l'attend. Derrière lui apparaissent plusieurs anciens tribaux, appartenant à différentes races, venus rencontrer Séraphina pour la première fois. En voyant des nains, des elfes et même des esprits,
Serafina a l'impression d'avoir été transportée dans un véritable monde fantastique. Un peu plus loin, un ancien nain lui offre une épée en guise de cadeau de rencontre, destinée à l'épouse du chef barbare. Par politesse, Serafina refuse d'abord, mais Vior lui glisse qu'elle changera sûrement d'avis dès qu'elle verra la qualité exceptionnelle de l'arme. Hésitante, elle finit par examiner la lame. Après une observation attentive, elle remarque que l'épée est magnifiquement forgée, tout en conservant un tranchant redoutable, parfait pour le combat. Le forgeron nain explique alors qu'il l'a fabriquée à partir d'un métal précieux appelé mithril. Serafina est impressionnée, tandis que le nain commence à se vanter encore davantage de son œuvre. Mais Vior intervient pour présenter officiellement les chefs présents. Il commence par les nains, anciens du clan Kefto, Vaes, Gwanz et Balhaf. Puis il présente Karka, ancien des Ixtes, ainsi qu'Asnimala, ancien des esprits. Enfin, il introduit le chef des fées, Vufumek. Face à cette assemblée incroyable, Serafina a l'impression d'être plongée dans un rêve. Vior la rassure en lui affirmant que tout ce qu'elle voit est bien réel. Pourtant, Serafina reste nerveuse en présence de ces êtres inhabituels. Karka lui dit alors de se détendre, comprenant que c'est la première fois qu'elle rencontre des créatures aussi étranges. De son côté, Asnimala lui propose un mélange de thé spécial, avant de préciser, avec calme, qu'il est encore plus puissant que des sédatifs médicaux. En entendant les discussions de toutes ces créatures magiques, Serafina réalise qu'elle découvre une facette du monde dont elle ignorait totalement l'existence. Vior lui explique qu'elle ne les avait jamais vues auparavant parce que les créatures magiques évitent généralement l'Ouest. Cela pousse Serafina à se demander pourquoi elles tiennent tant à la rencontrer maintenant. Vior lui rappelle alors que cette réunion a été organisée spécialement pour permettre aux anciens de faire sa connaissance. Il lui révèle qu'après sa propre tribu barbare, appelée la tribu Cornum, 4 autres tribus se joignent à eux pour former l'alliance des 5 grandes tribus. Même si Vior est destiné à devenir le grand chef de cette alliance, ce rôle n'est attribué qu'après un rituel accompli par les esprits. Il explique également que chaque tribu possède ses propres compétences et sa propre culture, et qu'elles vivent en harmonie en s'entraidant, chacune compensant les faiblesses des autres. Mais il casse soudain l'ambiance sérieuse en ajoutant que, concrètement, l'Alliance ne fait presque rien, sauf en cas de crise majeure. Serafina se demande alors si l'invasion menée par son royaume pourrait être considérée comme une telle crise. À cette question, tous les chefs tribaux éclatent de rire. Vior s'excuse pour leur réaction et précise que l'Alliance n'intervient pas dans les conflits territoriaux. Cela amène Serafina à se demander si leurs guerres ne sont, à leurs yeux, que de simples querelles animales. Vior lui répond que les humains ne sont pas si différents des animaux et qu'elle ne devrait pas en avoir honte. Il ajoute ensuite que l'Alliance a été créée pour une toute autre raison. Intriguée, Serafina lui demande laquelle. Vior révèle alors qu'il existe une menace bien plus terrifiante encore que les dragons qu'elle a déjà vus, même si ces derniers sont déjà redoutables et difficiles à vaincre. Vior explique alors qu'il existe des créatures appelées démons, de véritables fléaux vivants pour la société. Même lui, pourtant redoutable guerrier, admet qu'il préférerait livrer 1000 guerres contre Hildoran plutôt que d'affronter un groupe de ces créatures féroces. Serafina se demande quel genre de monstre peut bien être assez terrifiant pour l'effrayer. Lui? Et même les chefs tribaux perdent leur bonne humeur rien qu'à l'évocation de ces êtres. Pour alléger l'atmosphère, les anciens changent rapidement de sujet et reprennent les festivités, encourageant Vior à construire un avenir solide aux côtés de Serafina. Vior rassure Sera. Les anciens la respectent sincèrement. Il lui révèle que tous les objets qu'elle porte, ses vêtements, son collier, ont été confectionnés à la main par eux, spécialement pour l'accueillir parmi leurs tribus. Karka ajoute même qu'il a enchanté son épée afin qu'elle se répare automatiquement. Serafina a du mal à y croire, mais Vior lui assure que la magie des Ixtes est extrêmement puissante. En voyant toutes ces races coopérer et se soutenir mutuellement, Serafina commence à penser que les terres barbares ne sont peut-être pas si terribles après tout. Le lendemain, Cersei la réveille brusquement, lui faisant une belle frayeur. Encore à moitié endormie, Serafina se demande si tout ce qu'elle a vécu la veille n'était qu'un rêve. Mais en apercevant l'épée enchantée à ses côtés, elle comprend que tout était bien réel. Derrière elle, Vior s'approche pour la saluer. Lorsqu'elle se retourne, elle devient toute rouge. Il s'est encore rasé la barbe. Amusé par sa réaction,
Vior se contente de sourire avant de l'appeler pour le déjeuner. Soudain, Cersei lui enfonce un sandwich dans la bouche. Surprise, Séraphina découvre qu'il est délicieux. Curieuse, elle demande d'où vient la viande, et Cersei lui répond tranquillement qu'elle provient du dragon qu'elle a tué. Séraphina trouve alors que la volaille barbare est excellente, tandis que Cersei est choquée de la voir considérer des dragons dangereux comme de simples poulets. Une fois rassasiée, Vior lui demande de l'accompagner pour rencontrer quelqu'un. Intriguée, Séraphina se demande bien qui pourrait la connaître parmi les barbares. Mais quelque temps plus tard, ils arrivent devant une maison tout à fait ordinaire, où une femme les attend. Cette dernière accueille Séraphina avec un sourire chaleureux et la félicite d'avoir protégé une famille sans défense contre un dragon féroce. Troublée, Séraphina se demande qui elle est, incapable de la reconnaître. En entendant cela, la femme comprend qu'elle a beaucoup changé au fil des années. Elle se présente alors, Nilia, une ancienne chevalière qui servait autrefois sous les ordres de Séraphina. À l'évocation de ce nom, Séraphina se souvient immédiatement d'elle, une jeune femme passionnée et déterminée. Depuis qu'elle avait rejoint son unité, Nilia était devenue son bras droit, l'accompagnant dans de nombreuses missions importantes. Ensemble, elles avaient combattu courageusement les barbares, toutes deux animées par le désir de ramener des ressources pour le royaume d'Ildoran. Mais lors d'une mission, tout avait basculé. Séparée de Séraphina, Nilia avait été vaincue par un soldat barbare, puis capturée. En se remémorant cet événement, Séraphina reste bouche bée. La femme devant elle, est-elle vraiment cette même Nilia? C'est alors qu'elle remarque son ventre arrondi. Nilia lui annonce tranquillement qu'elle est enceinte de son deuxième enfant. À cette révélation, le monde de Séraphina semble vaciller. Nilia l'invite alors à entrer chez elle pour discuter plus calmement. À l'intérieur, elle explique qu'après avoir entendu parler du « chevalier au casque de cristal », elle a compris que les barbares avaient capturé son ancienne capitaine. Séraphina est stupéfaite d'apprendre que Nilia a fondé une famille. Nilia raconte que le soldat barbare qui l'avait vaincue lui a proposé de l'épouser, et qu'elle a accepté. Depuis, elle vit paisiblement dans ce village avec son mari et ses enfants. Aujourd'hui, sa vie de jeune chevalière fougueuse lui semble appartenir à une autre personne. Séraphina se demande alors pourquoi Nilia a demandé à Vior de l'amener ici. Après tout, une simple villageoise ne devrait pas convoquer le grand chef pour une affaire ordinaire. Mais Nilia lui explique que, chez les barbares, ces distinctions de statut n'existent pas vraiment. Elle ajoute même que Vior est quelqu'un de très serviable et qu'elle lui demande souvent de l'aide. En entendant cela, Séraphina pense qu'elle plaisante. Vior lui paraît plutôt comme un homme mûr, presque un oncle. Mais Nilia précise alors qu'il n'a que 18 ans. Séraphina reste complètement stupéfaite. Séraphina tente de se reprendre et affirme qu'un garçon aussi jeune que Vior ne pourrait jamais avoir une barbe aussi fournie. Vior ne semble pas vexé par cette remarque et explique simplement qu'il aide souvent Nilia, surtout que son mari est son cousin. Mais Séraphina reste bloquée sur son âge, incapable de passer à autre chose. C'est alors que Nilia souligne que Séraphina aura 26 ans cette année. Gênée d'être ainsi exposée, Séraphina ne sait plus où se mettre, tandis que Vior, lui, trouve que c'est un âge parfait pour se marier. Malgré ce compliment, Séraphina refuse toujours d'en tenir compte. Vior se demande alors, à moitié sérieux, s'il aurait pu la convaincre de l'épouser s'ils s'étaient rencontrés plus tôt. Soudain, Séraphina abat violemment sa lame et déclare avec fermeté que, peu importe le moment où ils se seraient rencontrés, elle ne deviendrait jamais l'épouse d'un ennemi. Vior reste un instant surpris, avant d'éclater de rire face à son sérieux. Puis, contre toute attente, il s'excuse pour son manque de tact. Cersei, intriguée par ce changement soudain d'attitude, se demande ce qui lui prend. Nilia lui pose alors une question. Dans quel état Séraphina se trouvait-elle lorsqu'elle a été capturée par les barbares? Cersei répond qu'elle n'était pas blessée, mais que son épée s'était brisée durant le combat. À cette révélation, Nilia explique que cela signifie que Vior ne l'a pas réellement vaincue. Il s'est contenté de détruire son arme. Elle précise que, dans des circonstances normales, un chevalier et un guerrier s'affrontent jusqu'à la mort, ou jusqu'à ce que l'un des deux ne puisse plus continuer. Or, malgré l'avantage écrasant de Vior en termes de force, ainsi que son épée enchantée, il n'a gagné que parce que l'arme ordinaire de Séraphina a cédé, pas parce qu'il l'a réellement touchée. Nilia ajoute même que, s'ils devaient se battre à armes égales, le prochain combat pourrait très bien se terminer par la mort de Vior.
En entendant cela, Cersei avale difficilement sa salive, choquée. Mais Nylia nuance aussitôt ses propos. Disposer d'un meilleur équipement que son adversaire fait aussi partie des stratégies de guerre. Elle se souvient également que Vior n'a pas utilisé sa voix tonitruante contre Serafina, ce qui aurait pu changer l'issue d'un véritable affrontement. Malgré tout, elle conclut que Vior ne peut pas vraiment se vanter de l'avoir vaincue. Serafina reste silencieuse après les paroles de Nylia, et Vior, de son côté, se sent presque reconnaissant envers le destin de lui avoir permis de la vaincre ce jour-là. Peu de temps après, le mari de Nylia, Vidal, rentre chez lui. En voyant Vior, son visage s'illumine immédiatement de joie. Il confie ensuite leur enfant à Nylia, qui le serre tendrement contre elle. En observant cette scène familiale paisible, Serafina ne peut s'empêcher de replonger dans ses souvenirs. Autrefois, Nylia était une chevalière déterminée, prête à anéantir les barbares et à s'emparer de leurs terres. Et pourtant, aujourd'hui, elle vit heureuse parmi eux, dans une vie calme et remplie de douceur. Serafina admet intérieurement que Nylia semble bien plus heureuse en tant qu'épouse et mère qu'en tant que soldat avide de bataille, avant de se sentir gênée par ses propres pensées. Peu après, Vidal et Nylia se lèvent pour préparer le dîner. Plus tard dans la nuit, Serafina se retrouve seule, perdue dans ses pensées, face à la mer. C'est alors que Vior la rejoint. Elle lui avoue qu'autrefois, elle ne connaissait rien aux terres des barbares. Malgré cette ignorance, elle avait avancé avec la ferme intention de tuer ces gens innocents et de s'approprier leurs terres, même si, au fond, elle espérait ramener quelque chose qui pourrait sauver son propre peuple. Elle reconnaît désormais que combattre des tribus innocentes est une erreur. Elle admet aussi que Vior ne mérite pas d'être traité comme un ennemi. Cependant, elle affirme rester fidèle au sien, à son royaume. Le poids de son devoir repose sur ses épaules, et selon elle, cela rend impossible tout mariage avec lui. Vior lui répond que ses sentiments sont légitimes. Mais soudain, Serafina avoue que ses émotions personnelles diffèrent de ses devoirs en tant que chevalière. Avec timidité, elle suggère que, peut-être, le mariage ne serait pas une si mauvaise chose. Amusé, Vior la taquine pour changer d'avis aussi rapidement. Le lendemain, il continue de la taquiner à propos de ce qu'elle a dit la veille. Serafina tente de se défendre en affirmant que ce n'était qu'un moment d'égarement. Vior fait semblant d'être déçue. Mais finalement, elle comprend qu'elle ne peut plus cacher ses sentiments. Elle avoue alors que ses paroles venaient réellement du fond de son cœur. Pendant ce temps, près des terres barbares, une équipe de prêtres du royaume d'Ildoran, dirigée par la prêtresse Alyssa, avançait vers l'endroit où se trouvait Serafina. Alyssa marmonnait avec colère, furieuse que ces barbares sauvages continuent d'enlever les héroïnes de son royaume tout en bloquant leurs ressources. Alors que le groupe poursuivait sa route, il s'arrêta soudainement après avoir aperçu un buisson bouger à proximité. Tous les soldats épuisés se préparèrent immédiatement à affronter un autre dragon, mais ils se détendirent lorsqu'ils réalisèrent qu'il ne s'agissait que d'un cerf. Même dans cette situation dangereuse, Alyssa resta calme et brandit un épais livre de sorts. Elle rappela aux soldats que même entourés des ennemis les plus puissants, ils pouvaient triompher grâce à leur pouvoir magique. Cependant, personne ne croyait réellement aux paroles arrogantes d'Alyssa. Les soldats lui rappelèrent qu'ils manquaient tous de provisions et que ces terres dangereuses allaient bientôt les épuiser complètement. Face aux protestations de ses subordonnés, Alyssa devint encore plus audacieuse. Elle remit en question leur dignité de soldats et demanda s'ils étaient vraiment prêts à rentrer chez eux en tant qu'échec, comme toutes les autres équipes d'expédition avant eux. Alors que les soldats se taisaient, Alyssa déclara que la seule manière de revenir victorieux était de sauver leur précieuse chevalière Serafina et de conquérir définitivement les terres barbares. Pendant ce temps, de retour à la maison, Serafina s'occupait en coupant du bois avec sa nouvelle épée. Cersei se demanda pourquoi elle travaillait aussi dur, et Serafina lui expliqua que ses talents de guerrière s'émousseraient si elle restait enfermée à l'intérieur toute la journée. Cersei comprit alors que Serafina s'ennuyait simplement de cette vie paisible, et Syra admit qu'elle regrettait les combats et les réunions stratégiques. Cersei lui rappela alors que si elle s'ennuyait autant à vivre tranquillement chaque jour, elle pouvait toujours l'aider avec les tâches ménagères. En entendant cela, Serafina expliqua qu'elle ne savait pas faire ce genre de travail, puisque son grand-père ne l'avait jamais laissé accomplir des tâches ingrates. Après avoir découvert le mode de vie privilégié de Syra,
Circé lui déclara qu'elle n'allait certainement pas s'ennuyer aujourd'hui. Elle pointa alors au loin, où un groupe de barbares s'approchait de leur maison. Bientôt, un groupe de barbares dirigé par Vior s'arrêta devant la maison, et Vior demanda directement à Séraphina si elle voulait s'entraîner contre les guerriers de son village. Circé expliqua que c'était la manière un peu brutale de Vior de combattre l'ennui de Syra. Mais Séraphina était incroyablement excitée à l'idée d'affronter de véritables guerriers. Avant que le combat ne commence, Vior demanda à Circé d'apporter l'armure de chevalier de Séraphina. Séraphina fut surprise qu'il possède encore son armure sacrée, alors Circé expliqua qu'elle l'avait simplement nettoyée et rangée après l'avoir retirée de son corps. Malheureusement, le cristal protecteur de son casque était toujours brisé. Elle ne pouvait donc porter que le reste de l'armure. Malgré cela, Séraphina fut impressionnée que Circé ait réussi à retirer l'armure de son corps inconscient, puisque les armures d'Ildoran nécessitaient un entraînement spécial pour être mises et retirées. Une fois prête, Séraphina sortit et accueillit tous les challengers venus l'affronter. En voyant le légendaire casque de cristal de leurs propres yeux, tous les guerriers barbares brûlèrent d'envie de combattre. Cependant, ils devaient attendre leur tour, car les affrontements se dérouleraient en 1 contre 1. Pour le premier combat, un jeune soldat courageux nommé Raham s'avança pour affronter Séraphina. Vior présenta les 2 adversaires. Puis il donna le signal du début du combat, et Raham demanda à Séraphina de se battre de toutes ses forces. Malheureusement pour lui, elle prit ses paroles au sérieux. Il finit étalé au sol après un seul mouvement. Ensuite, le père de Raham s'avança pour venger son fils, mais il fut lui aussi vaincu tout aussi facilement. Après la défaite de ces 2 malchanceux, un véritable guerrier nommé Siro s'avança pour affronter Séraphina. Avant de commencer le combat, Siro la remercia d'avoir vaincu le dragon à tête d'oiseau. Il expliqua que les personnes que Séraphina avait protégées ce jour-là étaient en réalité des membres de sa famille et qu'il lui en était profondément reconnaissant. Séraphina fut surprise, puis Siro mit son casque afin de se préparer au combat. Il chargea et attaqua avec ses 2 épées, mais Séraphina bloqua ses 2 coups avant de le faire tomber au sol, observant avec étonnement ce guerrier expérimenté perdre aussi facilement. Les barbares furent choqués par la force de Séraphina. Ensuite, elle continua à vaincre tous les autres guerriers barbares, à l'exception de Vior lui-même. En observant les combats, même Circé fut stupéfaite par la puissance de Séraphina. Wufumek expliqua que Séraphina était aussi forte grâce à sa volonté. Circé ne comprenait pas vraiment ce concept de volonté. Alors Wufumek lui expliqua que toutes les races des 5 grandes tribus possédaient une longue espérance de vie, à l'exception des barbares Cornom. Comme les autres races vivent très longtemps, elles ont tendance à adopter une attitude détendue et insouciante. Cependant, les barbares n'ont pas le luxe de longue vie, ce qui les rend beaucoup plus passionnés et courageux dans la poursuite de leurs objectifs. Grâce à cela, ils peuvent combattre de toute leur force en utilisant leur volonté, c'est-à-dire leur désir ardent de réaliser leurs rêves. Ainsi, lorsqu'un combat oppose 2 guerriers de niveau égal, la victoire revient à celui dont la volonté de gagner est la plus forte. Pendant que la fée donnait cette explication, Vior et Séraphina commencèrent leur propre duel d'entraînement. Enfin, le combat dura plus de 2 mouvements, les 2 guerriers s'affrontant à armes égales tandis que leur volonté s'enflammait. Aucun des 2 ne recula et ils continuèrent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Finalement, Séraphina et Vior brisèrent tous 2 leurs épées d'entraînement en bois, mettant fin au duel sur une égalité. Tous les barbares acclamèrent cet incroyable affrontement, et Vior fut soulagé de constater qu'il pouvait encore tenir tête à Séraphina lorsqu'ils combattaient avec le même équipement. Il lui demanda ensuite si elle s'ennuyait encore. Après tous ces combats exaltants, Séraphina se sentit incroyablement rafraîchie et remercia Vior de l'avoir aidée. À ce moment-là, un vieil homme arriva en courant, paniqué, annonçant qu'un dragon terrestre blessé se dirigeait vers leur village. Sans perdre une seconde, Vior partit avec Séraphina et les barbares afin d'affronter cette nouvelle menace. Alors qu'ils attendaient tous dans la forêt, Séraphina remarqua que ce dragon était bien plus puissant que les dragons à tête d'oiseau qu'elle avait combattus dans le village. Malgré cela, elle se demanda pourquoi autant de dragons attaquaient le village alors qu'il s'agissait normalement de créatures paisibles. Même les dragons à tête d'oiseau savaient éviter les barbares,
Alors Serafina commença à soupçonner qu'une force extérieure manipulait secrètement ces monstres. Elle se rappela alors à quel point Vior avait eu l'air sérieux lorsqu'il avait appris l'apparition de ce dragon. Cependant, elle n'eut pas le temps de se détendre, car les soldats barbares attiraient déjà le dragon déchaîné vers leur piège. Dès que la créature apparut, Serafina se prépara à agir, tandis que Vior guidait les soldats afin d'attirer le dragon dans leur direction. Alors que le monstre les poursuivait, il marcha sur un piège dissimulé dans le sol et perdit l'équilibre. Au même moment, plusieurs hommes cachés lancèrent d'énormes cordes pour immobiliser la créature. Le dragon étant désormais retenu sur place, Serafina bondit de sa cachette et atterrit directement sur sa tête. Sans lui laisser le temps de se libérer, elle enfonça son épée droit dans son œil et son crâne, le tuant instantanément. Après la chute du dragon, tous les barbares célébrèrent leur victoire. Puis, ils commencèrent à nettoyer le corps de la créature. Serafina fut impressionnée par la taille gigantesque du dragon. Alors Vior lui expliqua que celui-ci était un véritable dragon, contrairement aux dragons à tête d'oiseau. Il révéla qu'autrefois, l'espèce des dragons Morisuburi possédait des ailes au lieu de 6 pattes. Grâce à ces ailes, les dragons étaient capables de voler dans le ciel. Serafina frissonna à l'idée d'une créature aussi énorme capable de voler, et Vior lui expliqua qu'il existait encore d'autres dragons volants. Il mentionna notamment les dragons de flammes volants des montagnes, ce qui rappela à Syrah les créatures fantastiques des contes de fées. Puis, l'un des hommes qui nettoyait le dragon appela Vior pour lui montrer quelque chose. Il lui révéla une marque présente sur le corps de la créature, qui semblait être la blessure ayant provoqué sa folie. Vior remarqua que cette étrange brûlure ne pouvait même pas être causée par la magie elfique. Serafina se demanda si cette blessure avait été infligée par de la magie, et Vior acquiesça. Cependant, il lui demanda si quelqu'un d'Ildoran avait blessé ce dragon, car il était convaincu qu'aucune des 5 tribus ne pouvait utiliser une magie semblable. Serafina ne pensait pas non plus que son peuple possédait une telle magie, mais elle se rappela soudainement de l'Église. Connus sous le nom de l'Ordre de Kamenouras, les prêtres de l'Église utilisaient généralement leur magie de lumière pour soigner les soldats et prier lors de leurs funérailles. Pourtant, Serafina n'avait jamais entendu parler de l'Église utilisant une magie offensive aussi étrange. Avant qu'ils puissent poursuivre leur discussion, Wufimek arriva pour les informer qu'elle avait repéré des utilisateurs de magie inconnus à proximité. Elle expliqua que ces mages lançaient des sorts sans utiliser de catalyseur élémentaire, ce qui pouvait provoquer l'apparition d'une malédiction appelée le fléau. En entendant cela, Vior fut choqué et ordonna immédiatement à la moitié de ses hommes de nettoyer rapidement le dragon, puis de retourner protéger le village. Serafina demanda ce qu'était exactement un fléau, et Vior lui expliqua qu'un fléau apparaissait lorsqu'une personne allait à l'encontre de l'ordre naturel. En tant que force opposée à la nature elle-même, un fléau invoquait une dangereuse créature démoniaque partout où il apparaissait. Après avoir entendu cela, Serafina comprit que ces magiciens représentaient une véritable menace pour les barbares. Non loin de là, Alissa et ses soldats peinaient à combattre un dragon. Malgré la faiblesse de ses hommes, elle refusait de battre en retraite et sortit son livre de sorts. Pendant ce temps, Vior et les autres se précipitèrent vers l'emplacement des prêtres. Lorsqu'ils arrivèrent, ils aperçurent un dragon mort s'effondrer au sol. La créature venait tout juste d'être vaincue par le sort d'Alissa. Dès que Serafina vit la prêtresse déséquilibrée refermer son livre de sorts, elle se précipita vers elle. Alissa fut agréablement surprise de voir que Serafina était saine et sauve, mais lorsqu'elle remarqua Vior et les autres barbares, son expression changea immédiatement. Vior demanda alors à Serafina si elle connaissait ces personnes, et elle expliqua qu'elle venait de son royaume natal. En les voyant parler avec autant de familiarité, Alissa entra dans une colère noire et demanda si Serafina avait trahi sa nation. Elle lui rappela que tous les barbares étaient des sauvages qui méritaient de mourir, mais Serafina lui demanda de se calmer. Cependant, la prêtresse fanatique refusait complètement de changer sa façon de penser. Elle expliqua que le royaume d'Ildoran essayait depuis des siècles de conquérir les terres barbares pour son peuple, et qu'il était donc impossible d'abandonner cette ambition. Puis elle se demanda si les barbares avaient corrompu l'esprit de Serafina. Serafina se sentit gênée par cette accusation, et précisa clairement qu'elle n'avait subi aucun lavage de cerveau. Malgré cela, elle avait l'impression de parler à un mur, puisque Alissa refusait d'écouter le moindre argument. Au plus profond de sa folie,
Alyssa commença à réciter un sort malveillant afin d'attaquer les barbares. En voyant la puissance de ce sort, Séraphina comprit que tous ces dragons avaient été provoqués par Alyssa et sa magie. Pendant ce temps, Alyssa déclara à Syrah que même le destin soutenait le royaume d'Ildoran puisqu'il se trouvait du côté de la justice. Cependant, Vior la prévint qu'en refusant d'utiliser la puissance de la terre et de la nature comme catalyseur pour sa magie, elle avait commis une grave erreur. Alyssa resta silencieuse avant de demander à Séraphina de rentrer chez elle avec elle. Syrah refusa de partir. Alors Vior demanda à Alyssa si elle était prête à négocier avec lui. Mais cela ne fit qu'attiser davantage la colère de la prêtresse, qui libéra finalement un puissant sort offensif afin de punir Séraphina. Heureusement, Vior se plaça devant elle pour la protéger de l'attaque. Bien qu'il ait encaissé le sort de plein fouet, Vior resta debout sans la moindre blessure. Alyssa pensa avoir gagné, avant de réaliser avec stupeur que son adversaire était totalement indemne. Vior la prévint qu'un sort aussi pitoyable que le sien ne pourrait jamais percer sa volonté. Après avoir déclaré cela, Vior attira Séraphina à ses côtés, heureux qu'elle l'ait choisi lui. En voyant cette scène, Alyssa sombra complètement dans la folie et commença à lancer de plus en plus de sorts contre Vior. Sous l'intensité de sa haine, même les environs commencèrent à trembler, tandis qu'une aura maléfique entourait Alyssa. Vufimek comprit alors qu'Alyssa avait corrompu la nature autour d'eux. Pendant que Vior remarquait que la prêtresse folle était désormais impossible à sauver, l'aura maléfique autour d'Alyssa disparut soudainement et d'étranges tentacules sombres émergèrent du sol pour emprisonner son corps. En un instant, la prêtresse fut engloutie par une masse de rage noire impitoyable. Séraphina voulut immédiatement aller aider Alyssa, mais Vior l'empêcha d'avancer. Malgré les actes d'Alyssa, Syrah voulait encore protéger quelqu'un venant de son royaume. Cependant, Vior expliqua d'une voix grave qu'Alyssa avait invoqué le fléau. À cet instant, l'un des tentacules s'approcha de la prêtresse terrifiée, tandis qu'un œil sinistre s'ouvrait à son extrémité. En un instant, d'innombrables yeux s'ouvrirent sur le corps des tentacules noirs, et Vior déclara qu'un dangereux démon venait d'apparaître. Alors que Séraphina observe la scène avec horreur, l'abominable démon commence à dissoudre les vêtements et le corps de Alyssa. Vior pense qu'il est déjà trop tard pour la sauver, mais qu'ils peuvent au moins lui permettre de mourir avec un corps intact en éliminant rapidement la créature. Non loin de là, Alyssa lutte désespérément et appelle à l'aide, poussant l'un de ses chevaliers à attaquer immédiatement le démon. Au début, le chevalier parvient à trancher plusieurs tentacules. Cependant, il est incapable d'avancer davantage, car d'autres tentacules repoussent continuellement. Soudainement, un tentacule surgit du sol et immobilise sa jambe avant que le démon ne le tue sans le moindre effort. Ensuite, la créature massacre le reste des soldats d'Alyssa sous ses yeux, tandis qu'elle reste totalement impuissante. Après avoir éliminé les chevaliers, le démon concentre toute son attention sur Alyssa. Il commence à effacer ses souvenirs les plus précieux afin de détruire son esprit, provoquant chez la prêtresse des cris de terreur et de douleur. Face à cela, Vior ordonne immédiatement aux barbares d'attaquer le démon, mais Séraphina est la première à se précipiter au combat. Elle pense que les barbares n'ont aucune raison de sauver Alyssa après l'attaque de leur village, mais en tant que chevalière d'Ildoran, elle se sent toujours responsable de protéger son propre peuple. Elle tranche les tentacules qui s'avancent vers elle et continue de progresser, déterminée à ne pas laisser un autre civil d'Ildoran mourir. Après avoir compris le pouvoir de la volonté, Séraphina ressent un immense regain de confiance et pense qu'elle est désormais capable de vaincre même cette monstruosité. Elle grimpe sur le corps du démon afin de se rapprocher d'Alyssa, mais la créature refuse de la laisser avancer davantage. Puis, elle surprend Séraphina et l'attrape à son tour avec ses tentacules. Alors que Séraphina lutte pour se libérer, Vior utilise sa voix tonitruante pour étourdir la créature. Son attaque disperse une énorme couche de tentacules, révélant le noyau interne du démon. Pour se protéger, celui-ci relâche rapidement Séraphina, qui rejoint aussitôt les barbares. Après l'avoir sauvée, Séraphina dit à Vior qu'elle ne veut pas être protégée. Cependant, Vior lui explique qu'il souhaite simplement l'aider à vaincre cette créature. Séraphina se demande alors pourquoi les barbares acceptent d'aider leur ennemi, et Vior lui rappelle qu'elle a déjà protégé de nombreux villageois qui leur étaient chers. Pour rembourser cette immense dette envers Séraphina, les barbares sont prêts à se battre pour Alyssa, même si elle reste leur ennemie.
Bien que Séraphina soit profondément touchée par la grandeur d'âme des barbares, le groupe Séraphina se tourne de nouveau vers le démon et demande à Vior s'il a un plan. Il explique qu'il peut exposer le noyau interne du démon grâce à sa puissante voix tonitruante, ce qui donnera à Séraphina l'occasion de frapper pendant que les barbares distraient la créature. Vior lui demande alors si elle est prête à porter le coup final et Séraphina acquiesce avec assurance. Il utilise ensuite sa compétence de voix tonitruante pour étourdir le démon. Sous l'effet des violentes ondes de choc, le noyau du monstre est de nouveau exposé, poussant immédiatement la créature à tenter de le protéger. Profitant de cette ouverture, Séraphina tranche la protection incomplète, tandis que les autres barbares repoussent les tentacules pour l'empêcher d'être arrêté. Grâce à cela, elle parvient enfin à percer le noyau maléfique du démon, mettant définitivement fin à sa vie. Après la mort du démon, le mal qui habitait son corps est purifié et se transforme en une lumière éclatante qui se répand sur tout le monde. Séraphina retombe finalement au sol, mais avant même qu'elle puisse reprendre son souffle, Alyssa lui tombe directement dessus avec tout son poids. Par la suite, les barbares ramènent Alyssa dans leur camp en tant que prisonnière de guerre. Lorsque la prêtresse se réveille, elle est choquée de découvrir les vêtements de prisonnière ainsi que les chaînes attachées à son corps. Vior et Séraphina entrent ensuite dans sa cellule pour vérifier son état. À la vue de l'imposant Vior, Alyssa est persuadée qu'il va l'agresser et l'humilier avant de la tuer pour se venger, tentant désespérément de protéger ce qui lui reste de dignité. Elle avertit Vior qu'il subira une punition divine s'il ose toucher une prêtresse. En la voyant paniquer de cette manière, Séraphina se demande comment Alyssa pouvait se montrer aussi courageuse dans la forêt. De son côté, Vior se sent également frustré, convaincu qu'une fille aussi folle ne l'écoutera jamais. Naturellement, Alyssa pense qu'elle ne parlera jamais à des sauvages. Avant de remarquer que Séraphina est présente, elle croit avoir échoué dans sa mission visant à la sauver. Vior appelle alors Séraphina derrière lui afin qu'elle tente de calmer Alyssa. Cependant, Séraphina est trop occupée à se tortiller de gêne, car elle réalise qu'Alyssa agit exactement comme elle le faisait le jour où elle avait été capturée. Vior pense qu'elle ne devrait pas comparer sa souffrance à celle des autres. Mais Alyssa se met soudainement en colère en voyant à quel point il parle familièrement avec Séraphina. C'est alors que Séraphina lui révèle qu'elle ne considère plus les barbares comme ses ennemis. Cette simple phrase bouleverse totalement le monde d'Alyssa, car elle était persuadée que les barbares voulaient détruire Hildoran pour se venger de l'invasion de leur terre. Séraphina révèle alors que les barbares ne détestent pas réellement le royaume d'Hildoran, même si elle-même ne comprend pas totalement pourquoi ils se montrent aussi indulgents envers une nation hostile. Elle explique également à Alyssa que les barbares ont risqué leur vie pour la sauver lorsqu'elle était piégée par le démon. Cette révélation laisse Alyssa complètement silencieuse. Séraphina lui rappelle alors qu'il est malvenu de répondre à la gentillesse par l'hostilité. En voyant à quel point Séraphina semble désormais intégrée à la culture barbare, Alyssa se met soudainement à pleurer, persuadée que les barbares l'ont souillée et manipulée mentalement. Pendant que tous les autres dans la pièce restent horrifiés par cette accusation absurde, Alyssa continue de pleurer sans s'arrêter. Vior se demande sérieusement ce qui ne va pas dans la tête de cette femme, et Séraphina explique alors que la prêtresse admire un peu trop les femmes chevaliers. Soudainement, Alyssa pointe la tenue de Séraphina du doigt, lui rappelant qu'elle est bien trop révélatrice et totalement inappropriée. Elle est convaincue que Séraphina est devenue le jouet des barbares, mais Syrah la rassure en expliquant qu'ils lui ont simplement offert des vêtements correspondant à leur culture. Malgré cela, Alyssa refuse toujours de l'écouter. Elle affirme alors que si la légendaire princesse Wisterésia était encore en vie, elle serait profondément déçue par les actions de Séraphina. En entendant ce nom, Séraphina devient silencieuse, pensant qu'Alyssa a peut-être raison. C'est alors que Vior prend soudainement la parole. Il réalise que les habitants d'Hildoran considèrent Wisterésia comme morte puisqu'elle a disparu depuis plus de 20 ans. Alyssa lui ordonne immédiatement de ne pas parler aussi légèrement des chevaliers légendaires, mais Vior l'ignore complètement. À la surprise générale, il affirme ensuite qu'il peut très facilement organiser une rencontre avec Wisterésia. Sous le choc, Alyssa et Séraphina le regardent sans comprendre lorsque Vior révèle finalement que la légendaire chevalière disparue n'est autre que sa propre mère. À cette annonce, Alyssa et Séraphina hurlent toutes les deux d'horreur et d'incrédulité. Après avoir finalement réussi à se calmer, elles attendent l'arrivée de Wisterésia.
Pendant qu'elle boit du thé, Serafina réfléchit et admet que cela a finalement du sens que Wisteresia soit la mère de Vior, puisqu'elle était autrefois la plus puissante chevalière d'Ildoran. Alyssa, quant à elle, pense toujours que Vior essaie simplement de les tromper. Cependant, Serafina lui explique que les barbares possèdent une tradition consistant à épouser de puissantes femmes chevaliers, ce qui rend l'histoire de Vior tout à fait crédible. Elle lui parle également de Nilia, une autre chevalière ayant épousé un barbare avant de s'installer au sein de leur tribu. Puis, à la surprise d'Alyssa, Serafina avoue aussi qu'elle s'intéresse elle-même à Vior. Alyssa reste totalement incapable de parler, tant le choc qu'elle ressent est immense, tandis que Serafina lui rappelle qu'elle n'a pas encore épousé Vior. Cersei la taquine alors en lui demandant pourquoi elle ne l'épouserait pas directement, puisqu'elle semble autant l'apprécier. Serafina tente de se justifier en affirmant qu'elle ne faisait qu'observer Vior afin de mieux comprendre la culture des barbares pour le bien de son propre peuple, mais Cersei ne croit absolument pas à cette excuse. Puis, Serafina demande à Alyssa pourquoi Vior mentirait au sujet de Wisteresia, alors qu'il serait très facilement démasqué s'il disait faux. Alyssa ne trouve aucune réponse à cela, et Syra lui conseille alors d'ouvrir un peu plus son esprit. À ce moment-là, Serafina repense à ses souvenirs avec Wisteresia, datant de plus de 20 ans. À cette époque, la petite Serafina venait de perdre sa mère, et Wisteresia était devenue pour elle à la fois une figure maternelle et une grande sœur au sein de l'armée. Depuis ce jour, Serafina l'a toujours admirée comme son modèle absolu, et sa disparition l'avait profondément brisée. Maintenant qu'elle a enfin une chance de la revoir, elle ressent une excitation immense malgré toutes les circonstances actuelles. Soudainement, Serafina ressent l'écrasante pression de l'aura d'un chevalier. Depuis l'entrée de la pièce, une femme intimidante apparaît et accueille Serafina et Alyssa en tant qu'épouse du grand chef de la tribu. Lorsque Wisteresia s'approche davantage des deux filles, Alyssa recule immédiatement de peur, tandis que Syra l'observe avec nervosité. Wisteresia félicite ensuite Serafina pour tout ce qu'elle a accompli pour la tribu barbare ainsi que pour sa relation avec son fils. Elle parle avec toute l'élégance et la prestance d'une véritable dirigeante. Mais soudainement, elle abandonne complètement son attitude noble et sérieuse, avant d'afficher un sourire incroyablement familier. En entendant sa voix, Serafina laisse couler des larmes, incapable de croire ce qu'elle voit. Wisteresia abandonne totalement son comportement raffiné et se précipite vers Serafina pour la serrer fortement dans ses bras, tout en la couvrant d'affection. Elle se plaint même d'avoir voulu revoir Syra bien plus tôt, mais qu'elle avait dû attendre de peur que son apparition ne cause des problèmes à Vior. Quelques instants plus tard, Vior entre dans la pièce et découvre sa mère en train de torturer émotionnellement la pauvre Serafina. Il lui demande immédiatement d'arrêter de harceler la jeune fille. Cependant, Wisteresia se retourne aussitôt vers lui et lui demande jusqu'où il est parvenu dans sa tentative de séduire Serafina. Après avoir complètement inversé la situation, c'est maintenant au tour de Vior d'être embarrassé. Il répond alors à sa mère qu'il essaie sincèrement de gagner le cœur de Serafina. En entendant cela, Wisteresia éclate de rire, persuadé qu'il ne réussira jamais à conquérir une fille en restant aussi sérieux et rigide. Et ainsi, elle continue de taquiner sans relâche son fils, ainsi que Alyssa observe la scène avec stupéfaction. Elle se demande si cette immense brute est réellement la princesse chevalière légendaire. Wisteresia tourne alors son regard vers elle. Elle remarque immédiatement qu'Alyssa appartient à l'ordre de Kamenoras, qu'elle considère comme une secte remplie de menteurs. Naturellement, Alyssa se sent offensée par cette remarque. Mais Wisteresia l'ignore complètement, affirmant qu'elle ne se soucie pas de cette histoire inutile. Quelques instants plus tard, des femmes viennent frapper à la maison pour appeler Vior et Wisteresia. Wisteresia se lève pour assister à un événement et demande à tout le monde de venir avec elle. Serafina demande alors ce qu'il se passe. Wisteresia explique que, puisque Syra a aidé à vaincre un dragon déchaîné ainsi qu'un Fiend encore plus terrifiant, la tribu organise un grand festin en son honneur. Peu après, tout le monde se rend sur la plage pour profiter de cette immense célébration. En regardant les barbares préparer la viande du dragon, Serafina remarque qu'ils utilisent chaque partie de l'animal sans rien gaspiller. Elle comprend qu'ils agissent ainsi pour honorer la créature et empêcher que son corps soit perdu inutilement. En ressentant la sincérité des habitants, Serafina se sent heureuse d'avoir choisi de vivre parmi eux. Elle reporte ensuite son attention sur le délicieux plat qu'elle tient entre ses mains.
Vior s'approche pour manger avec elle et lui propose une autre spécialité encore plus savoureuse, accompagnée d'une sauce délicieuse. Après une seule bouchée, Serafina tombe immédiatement amoureuse de cette viande tendre et juteuse. Vior lui explique que la viande de dragon est incroyablement délicieuse lorsqu'elle est bien conservée, ce qui en fait une marchandise extrêmement précieuse. Surprise, Serafina continue alors de savourer ce mets rare avec enthousiasme. À ce moment-là, Wisteresia revient vers elle avec un alcool extrêmement puissant, capable de l'envoyer dans un autre monde. Même terrorisée par cette boisson, Serafina finit par l'accepter et la boit discrètement. Pendant ce temps, Alyssa observe tout cela avec horreur, complètement choquée par le comportement qu'elle juge immoral. Non loin de là, Cersei lui propose un morceau de viande. Alyssa agit comme si elle était trop noble pour accepter de la nourriture venant de barbares, mais son estomac commence immédiatement à protester contre son arrogance. Cersei se moque alors d'elle pour avoir refusé de manger malgré sa faim évidente, se demandant pourquoi elle tient autant à sa fierté. Elle explique ensuite que, même si elle déteste les habitants d'Ildoran à cause des mensonges et des atrocités du passé, un prêtre d'Ildoran lui avait autrefois offert de la nourriture par pure bonté. Alyssa est surprise par cette révélation. Puis, sans prévenir, Cersei lui lance directement, après avoir eu du mal à avaler la nourriture, la prêtresse finit par se calmer et devient silencieuse. Cersei lui rappelle alors que Serafina a risqué sa vie et fournit énormément d'efforts pour la sauver. Alors, elle devrait chérir cette chance au lieu de mettre sa propre vie en danger inutilement. Finalement, Alyssa accepte la nourriture. Mais au moment où elle commence à manger, des larmes coulent sur son visage en pensant à tous les chevaliers qui l'avaient accompagnée. Sachant qu'ils sont morts parce qu'elle s'est obstinée à poursuivre Serafina, Alyssa se considère responsable de leur mort et ne comprend pas pourquoi elle a survécu. Cersei est également attristée, mais elle lui explique que ses chevaliers avaient eux-mêmes choisi de la suivre. Ce n'est donc pas sa faute s'ils ont décidé de risquer leur vie pour soutenir sa cause. La culpabilité d'Alyssa et l'amour qu'elle porte à ses compagnons tombés au combat touchent profondément Cersei, qui se sent elle aussi bouleversée en réfléchissant à la valeur de la vie pour les habitants d'Ildoran. Pendant ce temps, ailleurs, Serafina discute avec Wisteresia en repensant à leur passé. Wisteresia est heureuse de voir que Serafina s'est aussi bien adaptée à la tribu des barbares. Elle complimente ensuite le collier de fiançailles que porte Serafina, disant qu'il lui va parfaitement bien. Mais Serafina reste complètement figée en entendant cela. C'est à ce moment qu'elle réalise enfin que ce collier possédait une signification bien plus profonde qu'elle ne l'avait imaginée. Comme les habitants d'Ildoran utilisent des bagues pour les fiançailles, elle n'avait jamais compris le véritable sens du cadeau de Vior. Wisteresia explique alors que les barbares utilisent des colliers au lieu des bagues, car leurs guerriers perdent souvent des membres lors des combats contre les dragons. Elle révèle également que les barbares ont adopté cette tradition des cadeaux de fiançailles par respect pour la culture d'Ildoran. Avant de commencer à accueillir des chevaliers d'Ildoran parmi eux, les barbares n'avaient même pas de véritable cérémonie de mariage, et leur relation était beaucoup plus sauvage et libre. Des centaines d'années auparavant, lorsque les barbares affrontèrent pour la première fois les forces d'Ildoran, ils ramenaient parfois des prisonniers de guerre dans leur territoire. Avec le temps, certains de ces prisonniers finirent par tomber amoureux des barbares et aujourd'hui, après tant d'années, il est devenu tout à fait normal pour les barbares d'avoir quelques habitants d'Ildoran dans leur famille. Après avoir expliqué cela, Wisteresia affirme qu'elle n'a aucun problème avec la relation entre Serafina et Vior. Même si, selon elle, Syra reste totalement libre de choisir la personne qu'elle souhaite aimer. Elle encourage alors Serafina à se rapprocher de Vior si elle éprouve réellement des sentiments pour lui. Cependant, Serafina pense qu'elle ne mérite pas de vivre une histoire d'amour avec Vior, car elle possède encore un devoir envers son peuple. À ses yeux, elle ne mérite pas le bonheur tant qu'elle n'aura pas accompli sa mission. Wisteresia lui demande alors comment elle pourrait rendre les autres heureux sans avoir elle-même connu le bonheur. Elle conseille à Serafina de réfléchir sérieusement à ce qu'elle désire vraiment dans la vie. Après le départ de Wisteresia, Syra reste plongée dans de profondes pensées. Quelques minutes plus tard, Vior vient la rejoindre et lui explique que l'Alliance tribale va bientôt organiser une cérémonie de purification. Serafina lui demande ce que c'est exactement. Vior lui répond alors qu'elle est sur le point de découvrir l'un des plus grands secrets de leur terre. La nuit suivante, Serafina se retrouve dans un rêve,
entourée d'un monde entièrement recouvert d'eau. Confuse, elle regarde autour d'elle et aperçoit plusieurs lumières scintillantes dans l'eau. Soudain, une immense créature aquatique apparaît devant elle. Séraphina se demande d'abord si c'est un poisson, mais elle réalise ensuite qu'elle ressemble au dragon qu'elle a aidé à vaincre l'autre jour. Puis le dragon lui dit qu'il est heureux de l'avoir choisi. Ces paroles la laissent complètement stupéfaite, mais avant qu'elle puisse poser la moindre question, le rêve prend fin. Après son réveil, Séraphina se sent désorientée par cet étrange rêve. Elle se demande si l'esprit du dragon qu'elle a vaincu n'aurait pas infecté son corps d'une manière ou d'une autre. Puis, une voix étouffée se fait entendre à proximité, et Séraphina réalise qu'elle écrasait Woufimek avec sa main. Pendant ce temps, dans le village barbare, Alyssa observe les préparatifs du grand rituel de purification avec Cersei. Comme c'est la première fois qu'Alyssa se rend sur les terres barbares, elle est choquée par la présence des fées et des elfes, exactement comme Séraphina l'avait été lors de sa première rencontre avec eux. Alyssa continue de paniquer à propos des fées et des elfes, alors Cersei lui dit simplement de croire qu'ils existent réellement, tout comme dans les contes racontés par l'église de son culte. La pauvre prêtresse reste alors figée de stupeur, tandis que Wisteresia, Vior et Séraphina s'approchent d'elle. Wisteresia rappelle à Alyssa que c'est elle qui a provoqué la corruption du démon, raison pour laquelle ils l'obligent à assister à la cérémonie de purification. Alyssa tente de protester, mais Karka lui explique qu'il est important d'affronter les conséquences de ses propres actes. Soudainement, Vior demande à Alyssa si elle se souvient de son véritable nom. Elle se demande pourquoi il lui pose une question aussi personnelle, puis commence à réfléchir à son passé. Alyssa se rappelle qu'un abbé lui a donné son nom de famille, mais lorsqu'elle essaie de se souvenir de son vrai prénom, elle réalise qu'elle en est incapable. Elle fouille dans ses souvenirs, mais ne parvient à se rappeler de rien datant d'avant 6 ou 7 ans. Séraphina est choquée par cette révélation, mais Vior, lui, s'y attendait déjà. Il explique qu'Alyssa a perdu ses souvenirs à cause du démon, mais heureusement, elle a réussi à s'échapper avant de perdre complètement sa personnalité. Cersei pense qu'Alyssa se porte mieux sans aucun souvenir de la secte, ce qui met cette dernière encore plus en colère. Face à la rage d'Alyssa, elle continue de la provoquer davantage. Cela pousse Alyssa à perdre patience, et les deux filles commencent à se battre violemment. Vior se demande s'il devrait intervenir pour arrêter le combat, mais Séraphina lui assure qu'il n'y aura aucun danger. Pendant ce temps, Wisteresia les encourage, impatiente d'assister à une véritable bagarre. Au début, Cersei plaque Alyssa au sol, persuadée qu'elle a déjà gagné. Mais d'une manière inattendue, Alyssa parvient à la renverser complètement. Elle se vante fièrement d'avoir toujours été apte à partir en expédition, affirmant qu'un peu de combat au corps à corps ne lui pose aucun problème. Puis Alyssa commence à tirer sur les jolies joues de Cersei et lui rappelle qu'elle avait reçu autrefois la charité de l'Église. Cela signifie que Cersei vient à l'origine d'Ildoran, mais elle fait taire Alyssa avant qu'elle ne puisse révéler le reste. Finalement, après l'avoir étranglée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, Cersei remporte la victoire. Séraphina pousse un soupir, se préparant à transporter le corps inconscient d'Alyssa. Avec la prêtresse hors d'état de nuire, Wisteresia pense que c'est une excellente occasion pour les trois filles d'aller se baigner dans la rivière. Karka trouve aussi que l'idée semble bonne, mais Séraphina hésite à laisser les autres s'occuper des préparatifs de purification. Malgré cela, Wisteresia la rassure en disant qu'elles peuvent parfaitement gérer la situation, et Séraphina finit par accepter. Elle emmène Alyssa dans une maison sûre afin qu'elle puisse se reposer pendant qu'elles attendent son réveil. Cersei confirme alors qu'elle est effectivement originaire d'Ildoran. Elle explique qu'elle faisait autrefois partie du corps de culture orientale d'Ildoran, il y a plusieurs années. Séraphina avait déjà remarqué plusieurs indices, notamment la manière dont Cersei méprisait la culture de la noblesse d'Ildoran et sa façon d'utiliser le mot chevalier au lieu de guerrier. Cependant, elle sait aussi qu'apprendre à équiper et retirer une armure ne fait normalement pas partie des tâches du corps de culture. Au lieu d'expliquer pourquoi elle possède ces connaissances, Cersei dit simplement à Séraphina qu'elle préfère laisser son ancienne identité dans le passé. Désormais, elle se considère comme un membre de la tribu Cornum, et comme la servante de Vior, alors elle demande à Séraphina de la traiter ainsi. Séraphina hésite un instant, puis elle hoche la tête, respectant son souhait. Elle demande ensuite à Cersei si elle veut complètement oublier sa patrie, mais Cersei lui répond qu'elle est littéralement incapable de s'en souvenir, même si elle essayait.
Après cela, les trois filles se dirigent vers la rivière une fois qu'Alyssa se réveille. Pendant le trajet, Alyssa continue de se plaindre du fait que Cersei l'ait assommée. Cersei lui rappelle que si elle ne l'avait pas envoyée au pays des rêves, elle aurait continué à marmonner sur ses souvenirs perdus pour le reste de sa vie. Cela la met encore plus en colère. Alors Séraphina demande à Alyssa de se calmer. Alyssa se plaint, se demandant pourquoi elle est forcée de rester avec Cersei, même après avoir été humiliée publiquement. Finalement, Cersei lui balance une vérité froide et brutale. Son corps sent pire qu'une grange. Alyssa est complètement mortifiée par cette accusation, mais Cersei souligne qu'elle sent le sang, la sueur et tout un autre groupe suspect de fluides corporels. Elle se demande même quand Alyssa a vu un bain pour la dernière fois. La pauvre prêtresse se rappelle alors qu'elle était en expédition depuis plusieurs semaines. Embarrassée, Alyssa admet que cela fait plus de 2 semaines qu'elle n'a même pas pris de douche dans la nature. Même Séraphina adopte une attitude pleine de pitié et dit à Alyssa qu'il est peut-être temps d'accepter son destin et de réellement purifier son corps. Quelques minutes plus tard, les trois filles se détendent dans la grande rivière. Alyssa se sent un peu en insécurité. Alors Cersei la rassure en disant qu'elle ne risque rien puisque cette rivière appartient au territoire de Vior. Même dans l'eau fraîche de la rivière, Alyssa ressent encore la nostalgie d'Ildoran. Séraphina lui dit que si elle veut rester avec elle, elle devra attendre encore longtemps, car elle n'a aucune intention de rentrer de sitôt. Puis elle demande à la prêtresse de finir rapidement de se laver et de sortir avant d'attraper froid à cause de l'eau. Les filles quittent finalement le bain. Elles font griller quelques poissons que Séraphina a attrapés dans la rivière. Une fois les poissons prêts, Séraphina et Cersei mordent dedans avec enthousiasme. Elle finit par grignoter un morceau du poisson et réalise qu'il est délicieux malgré la simplicité de la préparation. Soudain, le cri d'un oiseau nichant dans les environs surprend Alyssa, et Séraphina remarque qu'il est presque temps que la cérémonie de purification commence. Plus tard, tout le monde se dirige ensemble vers la zone de purification. En chemin, certains anciens discutent des exploits de Séraphina, heureux qu'elle ait détruit le démon alors qu'il était encore dans son cocon. Séraphina est surprise d'être devenue le sujet de conversation du village. Alors, Vuffumek lui annonce fièrement que c'est elle qui a répandu l'histoire. Non loin de là, Vior se rappelle que l'exploit héroïque de Séraphina s'est terminé assez tragiquement après qu'Alyssa lui soit tombée directement sur la tête. Séraphina rougit immédiatement et prétend qu'il était parfaitement normal de baisser sa garde après avoir vaincu une créature aussi hideuse que ce démon. Vior éclate de rire, trouvant son excuse raisonnable. Pendant ce temps, Vuffumek explique à Séraphina qu'elle a passé son temps à raconter toute l'histoire pendant qu'elle était inconsciente. Séraphina la remercie pour tout son travail, mais Vuffumek lui répond qu'elle est incapable de ressentir la fatigue liée au travail. Vior explique alors que, puisque les fées sont considérées comme des forces de la nature, elles ne ressentent pas les choses de la même manière que les autres créatures. Il révèle également que les fées ont parfois du mal à distinguer les gens les uns des autres, mais Vuffumek affirme qu'elle peut facilement se souvenir de toutes les personnes qu'elle considère importantes. Tout en continuant à se chamailler, ils finissent enfin par atteindre le site de purification. Une fois sur place, Vior remarque que la Terre est dans un état catastrophique. Devant eux s'étend une immense zone stérile, recouverte d'une poussière blanche et sans vie. Vuffumek est choqué par l'apparence du sol et ramasse un peu de cette poussière blanche afin de l'observer de plus près. Séraphina précise qu'il s'agit de la zone où ils ont affronté le démon. Alors Vior lui explique que cette poussière blanche est un autre effet secondaire du fléau. Il révèle que, tout comme les êtres vivants possèdent une force de volonté, les 4 forces de la terre, le vent, l'eau et le feu, possèdent elles aussi leur propre forme de volonté. Vior explique que, lorsqu'on retire la volonté d'un être vivant, celle-ci disparaît complètement. Cependant, la volonté de la terre, elle, ne meurt jamais totalement. À la place, elle stagne et se corrompt, oubliant l'état originel du sol et transformant la région en une terre désolée recouverte de poussière blanche. Après cette sombre explication, Vior dit à Séraphina qu'il a appris tout ce qu'il sait grâce à Karka. Karka affirme qu'il peut approfondir davantage les explications, mais il demande d'abord à voir le livre d'Alyssa, celui qui avait provoqué le fléau à l'origine. Vior lui remet alors l'écriture maléfique qu'elle avait utilisée, et Karka commence à l'examiner. Pendant qu'Alyssa s'emporte de colère, Cersei la retient pour l'empêcher d'intervenir.
Karka remarque que le livre est rempli de magie destinée à transformer la matière en chaleur et en lumière à des fins offensives. Selon lui, cette magie est totalement inutile, mais Sérafina lui fait remarquer qu'Alyssa infligeait pourtant de sérieux dégâts avec ses sorts. Karka explique que, même si les sorts d'Alyssa produisent une puissance destructrice impressionnante, la race des elfes n'a jamais utilisé la magie dans un but violent. Il remarque ensuite qu'il est déjà midi passé et qu'il est donc temps de commencer la cérémonie de purification des terres. Peu après, toutes les races barbares commencent à apporter d'étranges matériaux. Sérafina observe cela avec admiration, alors Karka lui explique qu'ils apportent des matériaux représentant les 4 éléments afin de servir de catalyseur pour la purification. Une fois tous les matériaux rassemblés, les barbares offriront une prière dans l'espoir d'aider la Terre à se souvenir de son état originel. Bientôt, tous les matériaux sont placés à leur position, formant une étrange structure. Karka fait signe à Vior de commencer et celui-ci met son casque. Il se place ensuite devant le cœur de la formation. Karka saisit son bâton et se concentre avant de commencer la récitation du rituel de purification. Même si Sérafina est incapable de comprendre ses paroles, elle observe tous les catalyseurs répondre à l'appel de Karka et grandir progressivement. Karka continue de chanter, augmentant la puissance des catalyseurs, tandis que Vior lève son épée et se prépare à frapper. Finalement, lorsque les catalyseurs atteignent le sommet de leur puissance, Vior pousse un rugissement et abat son épée sur le cœur de la formation. Le coup déclenche une immense onde de choc à travers toute la zone, et Vior lutte pour maintenir sa lame enfoncée dans le sol. Sérafina regarde avec stupeur la terre sous l'épée redevenir fertile. Peu après, toute la désolation blanche est purifiée de son horrible destin. Après avoir terminé la cérémonie, Vior se retourne pour demander à Sérafina si elle a apprécié le rituel. Cependant, il découvre qu'elle pleure sans vraiment pouvoir contrôler ses larmes. Par la suite, tous les barbares passent leur journée à replanter de jeunes pousses sur la terre fraîchement purifiée. Sérafina est surprise de voir qu'après un rituel aussi grandiose, ils travaillent tous ensemble comme s'il s'agissait simplement d'une sortie ordinaire. Vior lui demande alors à quoi elle pense, et elle explique qu'elle est étonnée par la simplicité de leur travail. Il lui répond que les forêts sont sauvées grâce à rien d'autre que ce genre de tâches simples. Cependant, Vior souligne aussi que si ce travail simple n'est pas accompli avec le plus grand soin, cela risque de provoquer d'immenses problèmes pour les générations futures. Selon lui, une personne ne devrait pas se concentrer uniquement sur le présent, car cela peut facilement lui faire perdre de vue ce que l'avenir lui réserve. Il explique qu'un démon est le reflet de la cupidité d'une personne centrée sur elle-même. Karka intervient alors et révèle qu'Alyssa a déclenché un démon après avoir vidé la volonté de la Terre pour alimenter ses sorts. En réponse, la Terre a utilisé ce démon pour drainer ses souvenirs et sa personnalité. Sérafina est choquée d'apprendre que le démon était aussi cruel, mais Karka lui dit qu'Alyssa a eu de la chance de ne souffrir que d'une perte partielle de mémoire à long terme. Il précise qu'en général, les victimes d'un démon ne survivent même pas à l'attaque et finissent par perdre entièrement leur personnalité ainsi que leur identité. Heureusement, Alyssa a été sauvée après n'avoir perdu qu'une partie de ses souvenirs, ce qui signifie qu'elle peut désormais être considérée comme une personne purifiée. Elle lui dit qu'il vaut mieux abandonner ce nom et avancer vers l'avenir, ce qui plonge Alyssa dans une profonde réflexion. Plus tard, Sérafina s'assoit près de la nouvelle forêt aux côtés de Vior. En pensant à quel point le fléau est terrible, elle explique à Vior qu'après avoir vu les valeurs des barbares et leur lien avec la nature, elle comprend enfin quel genre de personnes ils sont réellement. Vior hoche silencieusement la tête en écoutant sérieusement l'évolution de son point de vue.